bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini. Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, 2 invités et à manger. Vincent, tu fais péter le popcorn ? Aujourd'hui, on va parler de Hayao Miyazaki. C'est un grand monsieur. Il est né le 5 janvier 1941 à Tokyo. C'est un dessinateur, un réalisateur, un producteur de films d'animation. Et c'est aussi le cofondateur du studio Ghibli avec Isao Takahata. Il se fait enfin connaître avec Princesse Mononoke qui va sortir internationalement en 1999. Ça faisait quand même un moment qu'il faisait des films, mais il a fallu quand même que Princesse Mononoke arrive pour qu'on le connaisse un peu plus de ce côté-ci du globe. Il dit un peu se refuser à suivre des schémas ou des thèmes particuliers, mais en fait, ces films révèlent un peu des valeurs universelles, donc l'éveil de l'enfance, la famille, la nature, l'écologie. C'est pas qu'il veut absolument, je pense, se mettre à fond dans ces thématiques-là, mais ça revient, c'est vraiment très universel. Alors on a la difficulté aussi de rester pacifiste dans un monde en guerre, on va un peu en parler, que le monde de Miyazaki est un monde qui se veut beaucoup plus pacifiste que la réalité. Et il y a également énormément de jeunes filles, de femmes fortes dans ces personnages, des femmes indépendantes, et c'est un univers vraiment immense qui est plein de force et de douceur, qui plaît à chaque âge et surtout à chaque moment de la vie. Et alors, pour traiter de ce vaste sujet qui est la filmographie de Miyazaki, on a le plaisir de recevoir à nouveau notre spécialiste en fait pour le cinéma d'animation, mais pas que. Bastien Martin est à nouveau avec nous. Salut Bastien. Salut. Alors pour rappel, Bastien, tu es coordinateur chez Caméra Etc., un studio d'animation qui est ici à Liège. Et alors pour la première fois, on a aussi le plaisir de recevoir Vincent Renard. Salut Vincent. Coucou. Alors Vincent, pour te situer, en fait, tu es le créateur d'une ASBL, c'est bien une ASBL, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Qui s'appelle Passerelle Japon et qui a alors pour but de promouvoir la culture japonaise à Liège et autant que possible, tu me le disais, la culture liégeoise aussi au Japon. Ça serait bien, ouais. Ça, ce serait vraiment bien. Mais voilà, Commence à dire oufti. Voilà, Mais alors justement, avec Bastien et Vincent, on va donc parler de Miyazaki aujourd'hui, mais à travers une thématique un peu qui va nous orienter dans la large filmographie du monsieur, un peu dans quel monde vit Miyazaki ? Dans quel monde singulier, monde pluriel, dans quel monde vit Miyazaki ? On va commencer par le château de Cagliostro. Déjà, est-ce qu'un de vous deux a envie de le résumer ? Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Ok, tu l'as pas vu. Oui. Alors, tu ne le résumeras pas. Voilà, ouais, c'est pas grave. Hein. Moi, je l'ai vu, mais j'ai pas envie de résumer. C'est vrai. Si, attends, résume-le. Alors, qu'est-ce que c'est ? En gros, Cagliostro, c'est un film à propos de Lupin. Lupin, qui est une version... Le troisième Lupin. Qui est une version, on va dire, japanisée d'Arsène Lupin, qui est un grand succès en télévision. Il y a une série très, très longue, avec beaucoup d'épisodes, dont Miyazaki réalisera une partie, d'ailleurs. Et Lupin et le château de Cagliostro est un des nombreux films qui ont été réalisés à l'époque par plusieurs studios. Et c'était un des premiers films, si je me souviens bien, du studio Ghibli, par ailleurs. Ouais. qui n'existait pas encore à l'époque. Il n'existait pas encore exactement sous ce Ouais, nom-là. voilà. Ouais. Donc, mais c'est le premier film de Miyazaki, donc. Il est un film de commande, pour le coup. Un film de commande, oui. Et tu l'as aimé ? Ben, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant parce que ça reste un film de commande, donc il y a beaucoup de choses où on sent que Miyazaki respecte un cahier des charges. Mais de temps en temps, il y a des petites touches qui rappellent quand même qu'il y a un grand cinéaste en devenir, un petit plan par-ci, quelques complexités par-là. Et donc c'était plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que... pardon. Non, vas-y, Vincent. Et niveau animation, est-ce qu'on ressent une patte Alors c'est encore très très discret, selon moi. Maintenant, il y a quand même déjà quelques petits... il y a une grande scène en aviation, par exemple, et on sait que Miyazaki adore les avions. On va y revenir. On va y revenir aux avions. Parce que c'est très compliqué de parler Miyazaki sans avion. Dans le travail avec les décors aussi, dans le travail avec les personnages, et surtout, il y a une scène qui est juste admirable, qui se passe dans une espèce de grande tour, une grande horloge, comme ça, où on a tout un système de rouage, tout le mécanisme de l'horloge en action, et on est genre 6 ans, 7 ans avant Basile, détective privé, sachant que eux, chez Disney, avaient galéré à faire ça par ordinateur, et que Miyazaki fait tout ça à la main. Et c'est juste hyper impressionnant comme séquence. C'est vrai que je trouve que les graphismes sont vraiment, vraiment beaux. Et ça, t'as un genre de... Enfin, pour moi, t'as un genre de passerelle entre certaines séries de mangas comme ça, animées, avec un peu
des redites de mouvements, de choses comme ça qu'on voyait un peu à la télé. Et tu as quand même ce côté très cinéma et très aussi hommage au cinéma. Tu as énormément de scènes qui rappellent énormément de films, genre Cary Grant, La main au collet. Tu as cette scène en fait où tu vois Edgar qui monte sur un toit. Tu as vraiment plein de références cinéma qu'il n'y avait pas dans tous ces mangas qu'on regardait nous à la télé et qui étaient un peu plus pauvres niveau animation. C'est très burlesque aussi. Ouais. C'est un des rares Miyazaki à être aussi drôle. Parce que le oui, personnage de Lupin est drôle et que la série est drôle en elle-même. Oui, c'est le seul qui ne me fait pas pleurer, par exemple. Mais en termes de monde de Miyazaki, ici, toi qui es un peu celui qui va être plus à même de nous en parler. En termes de monde, pour toi, Miyazaki se situe où à ce moment-là, au moment du château de Cagliostro? Il est dans quel trip, en fait? Oh, ben, il est dans le trip où il faut payer les factures. Voilà. Je pense qu'il ne va pas beaucoup plus loin. Même si il y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a toute cette approche qui est presque fantastique. On n'est pas encore exactement dans le côté onirique ou fantastique qu'il va avoir par après, qui sera très marqué à partir du film suivant, la Puta. Mais il y a déjà ce petit côté avec ces hommes de main qui sont des espèces d'ombres comme ça qui évoluent, qui ont des griffes un peu meurtrières, qui peuvent couper du métal, qui peuvent couper... Donc il y a un aspect fantasy, quoi. Mais vraiment à la limite du film fantastique, presque d'horreur, entre guillemets. Alors, horreur, on s'entend, hein, les Japonais n'ont pas du tout la même notion de film d'horreur que nous, on peut avoir ici en Occident. Ah, Shiro, moi ça me fout les boules, hein, on en parlera après. Oui, quand même. Ouais. T'as peur des araignées Peut-être pas d'émission sur Carpenter, alors. Hein. Non, mais dans un certain sens. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a en tout cas une première approche de Miyazaki d'essayer de mélanger ce côté un peu réaliste, entre guillemets, et ce côté complètement fantasmagorique par instant, avec deux personnages, un samouraï et un flingue, et en face d'eux 300 soldats armés jusqu'aux dents, et ils arrivent quand même à s'en sortir. Quoi. Bruce Willis peut se rhabiller. Tu vois, mais même en termes de, bêtement visuellement, en termes de monde visuel, on est dans une Europe hyper idéalisée aussi. Oui, mais en même temps, ça c'est une Europe qui est commune en général. Oui, au manga. Au monde japonais. Oui, c'est ça. Ouais. Que ce soit manga ou anime, etc. Les Japonais ont une certaine idée de oui, l'Europe. Pardon, je dis manga pour anime, ça c'est ma faute. Oui, attention, ouais, Vincent là, il aime ouais. grimace. Non, mais on s'en va. Non, mais tu fais bien. Mais d'ailleurs, pour nos auditeurs qui peut-être font la même erreur que moi, tu peux nous donner la différence entre les mangas et les animés? Clairement, les mangas, c'est le manga papier, donc un peu la BD, quoi. Qui vient justement des estampes. T'as le beau t-shirt là. Enfin bref. De Hokusai. Donc c'est Hokusai qui a un peu créé la manga, puisque au départ c'était féminin, un peu comme la Covid. Génial, super. On raccroche à l'actualité, c'est parfait. Voilà. Merci Vincent. Alors l'Ukraine, non je déconne. Donc voilà, c'était un peu des images dérisoires, donc c'est un peu la traduction, images dérisoires. Et puis ils en ont fait quelque chose des BD, quoi. C'était pas très apprécié à l'époque, forcément. Mm-hmm. Mais voilà, donc les animés, clairement c'est dessin animé. Et là on s'y reconnaît. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes disent manga pour dessin animé. Oui, ou alors on dit même anime. Ouais. Ça veut rien dire anime. C'est vrai que moi j'ai très souvent dit et moi j'ai très souvent dit manga pour les dessins animés que je regardais au Club Dorothée, quoi. Oui. C'était les mangas. La faute est courante. Je n'en veux à personne. Ça, tu ne m'en veux pas. Non. Ça va, ok. Mais je propose qu'on passe au film suivant parce que si on n'est que deux à l'avoir vu, ça sera moins marrant pour la discussion. Mais je vous invite vraiment à le regarder. Il est vraiment beau en fait. Ça me donne une petite nostalgie vraiment des animés que je regardais à la télé quand j'étais petite. On passe sur le film le plus déprimant du monde. Ce qui est le plus déprimant, tu trouves? Donc qui est Nausicaa. On a oublié de dire que Lupin c'était Edgar. Oui, Edgar la cambriole. Edgar la cambriole. Et moi j'adorais quand je regardais petit à la télé. Ouais. J'aime bien ces longs bras. Ils ont des corps bizarres, quoi. J'aime bien. Ouais, c'est un chouette personnage, mais vraiment, il faut que tu regardes le... C'était mieux qu'au Barcy. Hein, oui, c'est vrai. J'ai commencé au moins 2-3 fois à lancer le film, ça j'adorais, et puis je sais pas, je m'endormais. Voilà. Mais disons que ça reste vraiment un film de commande. Ça reste vraiment un film orienté. Oui, ça se distingue fort des autres films de Miyazaki. Mais pour le coup, alors, le film suivant, est-ce que ça serait pas ça son réel premier film? Alors en réalité, je dirais son film peut-être personnel, qui est donc Nausicaa, 5 ans après. J'arrive pas à chanter la chanson, mais si je la chante, je vais pleurer. Donc 5 ans après, 1984, on était en 79 pour Cagliostro. Nausicaa, si je dis pas de bêtises, c'est une adaptation d'un de ses propres mangas, pour le coup. Un vrai manga, quoi.
Après, je ne connais pas le format japonais, Mhm. parce qu'ici, on le trouve en format BD européenne très grande oui. et en couleur, ce qui est assez rare en fait au Japon. Je ne sais pas si c'est sorti en japonais en couleur, mais j'ai l'impression que si. Ouais, C'est un oui. format assez spécial en fait, et qui est très beau. Et je trouve que le film animé... Que tu vas nous résumer. Oh, moi non. Ah, C'est- Tout simple, tout Oh, simple. je n'ai pas les mots. Oui. Voilà. En fait, il n'a rien vu. Si, mais je suis très mauvais à... Et ben Bastien nous résumera Voilà. tous les films. Bastien Ouais, Gravy. merci, Bastien. Oh, juste, j'ai bien fait de juste venir. un petit pitch. Nausicaa. Nausicaa, premier film de Miyazaki, effectivement, enfin, on va dire premier film de Miyazaki en tant qu'auteur, à part entière, mais peut-être pas forcément le plus connu de Miyazaki, parce qu'il faut savoir qu'il est sorti, je pense, avec un décalage de Ouais. quasiment 30 ans Ouais. en Europe. Hein. Je veux dire, à Ouais. l'époque, ça ne sort qu'au Japon, même si c'est un énorme succès au Japon, ça ne sortira pas en Europe et même aux États-Unis avant un long moment. Comment résumer ça C'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle Nausicaa, dans un monde post-apocalyptique horrible et dégueulasse, avec plein de poussière, avec plein d'insectes, et c'est le bordel partout. Et c'est un film très écologique et Et du poison. du poison. Et la charmante Nausicaa va essayer de sauver tout le monde, alors que les gens ne méritent pas d'être sauvés. Parce qu'il y a la guerre, il y a la guerre Parce tout que les le gens temps. sont méchants. Voilà. Et donc oui, je pense que c'est vraiment un des éléments centraux, parce que tu t'en parlais un petit peu hors émission, le fait que la guerre, c'était quelque chose qui, visiblement, avait fort marqué Miyazaki, et qu'on ressent fort dans ce film-là, puisque ça te montre en fait des conflits entre différentes factions humaines, et au centre de tout ça, il y a ce que tu disais, une espèce d'empoisonnement en fait de la terre qui se manifeste dans les forêts. Les forêts en fait sont empoisonnées et les gens doivent les éviter à tout prix. Sauf que évidemment, t'en as qui sont très belliqueux dans les factions humaines, et certains d'entre eux veulent simplement raser les forêts. Sauf qu'on se rend bien compte effectivement que ça ne peut pas se faire comme ça. Et justement, pour ce faire, ça c'est un des gros éléments du film. Je peux me permettre de spoiler ? Oui, hein. Voilà. Cherche à réactiver une espèce d'arme ancestrale, un géant, qui, selon le mythe à l'intérieur du film, aurait ravagé le monde en 7 jours. Je ne sais pas si toi tu vois ça comme ça, mais qui serait une espèce Anti-dieu. d'allégorie en fait du péril nucléaire, en fait, de la façon dont ils se sont fait vraiment défoncer par une puissance technologique phénoménale, incompréhensible, qui les a juste balayés. Et pour le coup, là, le géant de fin de film, c'est un peu ça. Et tout l'enjeu en fait de Nausicaa va être d'empêcher qu'il y ait cette montée en escalade en fait du conflit, pour éviter qu'en fait le monde ne soit ravagé une nouvelle fois. En fait, je ne sais pas si je le résume bien. Non, mais c'est... Ça vous parle? Non. Ouais. Et tu m'as demandé de résumer ça comme ça? C'est impossible. Il le fait très très bien. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce film, c'est aussi le personnage principal, qui est cette meuf, mais t'as trop envie d'être elle. Enfin, t'as vraiment envie de t'identifier beaucoup plus à elle qu'à Heidi ou à Georgie, quoi. Tu vois, si tu te dis, allez, elle est badass à crever. Et puis, je trouve qu'aussi au tout début du film, le masque à gaz qui est là, moi, je vois Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ah ouais. Je trouve qu'au niveau du masque, en fait, je me suis tout de suite dit, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est un chien, tu vois. Et puis tu vois que c'est un masque. Et je trouve qu'il y a un rapport visuel énorme avec les dessins qu'il a pu faire après. Le côté avec les joues qui pendent. Ouais. D'accord. Ouais, mais je trouve qu'il y a ce masque comme ça. Enfin, c'est vraiment une héroïne badass, quoi. Mais c'est un des grands traits de Miyazaki, je Bien pense. sûr, On aura le temps d'en parler, mais c'est un cinéaste très féministe. Hein, Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a aussi des convictions énormes, même parce qu'on veut parler des mondes de Miyazaki. J'avais lu parce que je déteste lire en podcast, hein, ça s'est vu à l'intro, mais bon, j'avais lu une très belle phrase qu'il avait dit après Nausicaa. Il avait dit: j'ai arrêté de voir les choses en classe parce que c'est un mensonge de dire qu'on a raison seulement parce qu'on est travailleur manuel. J'aspire toujours au fond de moi à une société plus juste et je reste influencé par l'idéal communiste formulé par Marx. Donc tu vois quand même qu'il a tous ces idéaux en termes de valeurs, de politique, de féminisme, comme tu dis. Même s'il dit qu'il ne veut pas suivre une certaine thématique, je le vois un peu comme le gars qui ne sait pas aller contre ses propres valeurs, quoi. J'arrive même pas à le voir comme un cinéaste de commande. Tu vois, c'est vraiment le gars qui réalise son rêve, mais à 1 milliard de %. J'arrive pas à voir La ce façon, mec, par exemple, dont tu mettais en avant le fait que c'est un cinéaste féministe. Moi, ce qui me frappe dans Nausicaa, c'est la façon dont toutes les prises de décision au niveau des factions que j'évoquais plus tôt sont faites par des femmes, systématiquement. J'ai l'impression, ou peut-être que je me trompe. En tout cas, les hommes sont des connards. En tout cas, les hommes sont des connards. Mais il y a des personnages femmes aussi, puisque évidemment, la faction adverse qui est très militarisée, pour le coup, la princesse, c'est une princesse aussi.
Elle est violente. qui pour le coup Oui. est présentée au début comme une antagoniste. Et ça, c'est aussi une particularité, c'est quelque chose qui m'a frappé autant dans ce film que aussi dans beaucoup d'autres films de Miyazaki, c'est que j'ai toujours beaucoup de mal à définir l'antagoniste. J'y arrive jamais. Eh ben, en il y a fait. très peu d'antagonistes dans les films de Miyazaki. C'est rare en fait. Voilà. Il y a plein de films, il n'y a pas d'antagoniste dans les films Voilà. de C'est Miyazaki. ça quelque chose, par exemple, en tant que spectateur, enfin moi, par rapport à mes habitudes de visionnage, ça me perturbe beaucoup. Ça me perturbe beaucoup. C'est pas désagréable, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me sort de ma zone de confort quand je regarde un Miyazaki. En tout cas, voilà, pour la petite précision, j'ai tout découvert pour l'enregistrement de ce podcast. Moi, je ne connaissais pas du tout Miyazaki Je avant. t'envie presque d'avoir découvert ça. Mais j'avoue. C'est beau Et quoi. tu as aimé. Oui, bien sûr. Il m'a dit, le premier truc qu'il m'a fait au téléphone, il dit, oh, c'est tellement mignon. Je dis, ouais, Et moi, Pourtant, ça- il n'aime pas le cinéma. Hein, donc, Ouais. Mais non, mais c'est vrai, t'as raison, il y a peu d'antagonistes. Et même quand il y a des antagonistes chez Miyazaki, ils sont pas méchants par nature. Il leur C'est est plus par arrivé conviction. quelque chose. Mhm. Tu vois, et souvent, même chez les méchants, on leur trouve quelque chose qui fait ils ont quand même une petite part d'humanité. Quoi. C'est hyper beau, je trouve ça trop beau. Parce que pour le coup, voilà, donc cette faction adverse incarnée par cette princesse, la particularité, c'est qu'elle est prête à prendre en otage des gens d'autres factions, même à tuer, dans le but de réunir une force de frappe suffisamment importante pour raser la forêt. Mais le but de raser la forêt, c'est d'arrêter l'empoisonnement de la terre et que les humains puissent à nouveau vivre sur Terre. Donc tu vois que dans son idéal final, il y a quelque chose qui ressemble à quelque chose d'humaniste, en fait, qui ressemble, quoi. Et ce qui fait qu'au moins on peut un peu comprendre la façon qu'elle a de se positionner. Et c'est ça qui, pour le coup, moi, me fait... à part peut-être dans le film suivant, j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait un vrai méchant. Un vrai méchant qu'on puisse identifier. Ah, lui, c'est le méchant. Non, il y en a Je l'aime très pas, peu, j'y arrive jamais. Il y en a très, très J'y arrive peu. jamais. Et autre Vincent, Oui, oui. autre moi. Vincent. Et t'en as pensé quoi, toi, de Nausicaa? Pour moi, c'est son chef-d'œuvre en fait. Hmm. Je sais pas comment expliquer autrement, mais déjà c'est lui qui a dessiné le Tout. manga. Ouais. Hein, c'est son histoire. Et je pense que tout le reste, plus tard, transpire Nausicaa en fait. Ouais, je sais pas. Et comme tu dis, il n'y a pas vraiment de méchants, rien n'est binaire, pour rester un peu dans l'actualité. Non, mais c'est vrai, et c'est important de dire que rien n'est binaire et que on peut avoir des avis différents, mais finalement on peut essayer de s'arranger quand même. Voilà, les hommes et les femmes, les méchants et les gentils. Enfin, je sais pas. Voilà. Il y a- C'est il y a une politique douceur, sans être politique. oui. mais- Et alors, peut-être, puisque tu connais quand même pas mal le Japon, l'idée c'était de se dire, Nausicaa donc, sort en 84, en fait il ressemble à quoi le Japon à ce moment-là par rapport aux thématiques finalement qui sont développées dans le film, donc beaucoup d'écologie. Ouais. Mais alors, on l'évoquait, hein, il y a des thématiques qui reviennent fort chez Miyazaki, une obsession pour l'aviation, et aussi beaucoup la guerre, la façon dont la guerre est représentée, pas comme forcément le côté martial, ordonné, genre on va vous montrer un film de guerre, c'est plutôt la façon dont ça impacte les populations, le côté tragique de la guerre, qui est souvent inévitable dans ces films. Qu'est-ce que ça dit en fait sur cette société japonaise? Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Je crois que le Japon, enfin, en tout cas en 84, il était très isolé par rapport à. Maintenant, tout le monde voyage au Japon avec des billets à 600 €. Là, c'était. Je crois qu'ils connaissaient quasi pas les étrangers. Enfin, mais je crois que son vécu de la guerre transparaît clairement là-dedans. Et je ne sais pas si ça représente vraiment le Japon de 84 en fait. Enfin, Ça représente peut-être plutôt le Miyazaki son vécu. de 84. Mais ce qui est intéressant, c'est que toujours maintenant, ça a un message qui porte. C'est quand même 40 ans plus tard, quoi. Et ouais, voilà. Ouais, Et alors mais ce film reste ça reste universel. Je veux dire, Oui. tu vois ça maintenant, tu te dis pas, ah, mon Dieu, c'est daté, quoi. C'est Ouais, c'est ça. autant en termes de message qu'en tant que le D'animation, graphisme. ouais. C'est assez fou. Mais tu parles de la guerre pour Miyazaki. Je voulais et- peut-être juste préciser Vas-y, qu'en vas-y. réalité, on parle du vécu de la guerre de Miyazaki. Je pense que c'est peut-être intéressant de préciser comment. Ouais, en voilà, gros, ouais. je crois qu'il a vécu, il était tout petit, Ouais. il a vécu le bombardement de Nagasaki et Hiroshima, je crois qu'il devait avoir 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, et que la façon dont ses parents ont vécu ça, lui, il s'est pris ça de plein fouet, C'est ça. et ça l'a fort structuré dans sa petite enfance, et donc l'a fort marqué plus profond Il a de dû lui. déménager énormément avec sa famille Voilà. pour fuir la guerre, en fait. Donc, qu'est-ce que ça marque Voilà. ça Ce marque, quoi. qui fait que
ça apparaît fort dans ses films. Donc je pense que c'était important de préciser ça, parce que On a eu la même intention. Voilà. C'est beau. Mais c'est pas uniquement Miyazaki. Hein. Ah non. C'est toute une génération de cinéastes comme ça, mais pas forcément nés pendant la guerre. T'as des gens après qui vont venir pour, par exemple, le réalisateur de Gen d'Hiroshima, par exemple. Tu vas avoir Otomo aussi. Le spectre du bombardement nucléaire en particulier et de la guerre de manière générale, durant cette décennie, les années 80, bah, c'est quelque chose qui transperce tout le cinéma japonais. Puis au même sens avant. très, très large. Et même avant. Godzilla aussi. Ouais, Voilà, Godzilla. Godzilla, mais là, c'est vraiment une génération qui a connu Oui, c'est ça. le bombardement de Nagasaki, le bombardement d'Hiroshima. Là, il y a vraiment le spectre de l'impact qu'a eu ce bombardement et de la guerre au sens large. Tu as toute une série de cinéastes aussi, comme Kurosawa, comme Mizoguchi, qui vont parler de l'après-guerre, de l'extrême pauvreté de Tokyo ou de Kyoto, ce genre de choses, etc. Et en fait, Miyazaki, on est sur une deuxième génération en réalité. Sur une seconde. Je suis pas sûr qu'à 3-4 ans, ils suivent exactement voilà. des actualités à Hiroshima, Nagasaki, etc. Mais par contre, il y a, voilà, on ne sait pas trop définir comment, mais il y a toute une génération comme ça d'enfants, de personnes qui ont connu ce moment, qui a un vrai trauma. Mais toujours maintenant, hein, toujours tu as maintenant, des mangaka, enfin des dessinateurs de manga, qui dessinent sur le thème de la bombe atomique, alors qu'ils ne l'ont pas vécu. Ouais. Ou, enfin, par procuration, mais... Et on y revient souvent, même maintenant récemment dans l'Attaque des Titans, il y a toujours cette idée de la Oui, Terre tout à fait. rasée par une puissance extrêmement colossale. La façon dont le colosse apparaît, c'est aussi une espèce d'explosion nucléaire avec un gros C'est vrai. nuage. Je n'avais pas du tout Non, mais c'est vrai. envisagé ça Ouais. comme Ah non, ça, c'est, mais c'est bien vu. Mais le cinéma japonais est vraiment parcouru de long en large par ce spectre de la guerre et de la bombe atomique en particulier. Je vais peut-être dire une bêtise, tu me corriges, mais peut-être aussi, je me demande si ces enfants devenus adultes, qui même ne l'ont pas forcément vécu, qui sont fort marqués par ça, il y a aussi une culture de la famille et des parents, des grands-parents, des anciens, qui est quand même plus forte, d'après moi, au Japon qu'ici. Ah ouais. Est-ce que le fait d'être beaucoup plus lié, évidemment, aux parents, aux grands-parents, aux anciens, fait aussi qu'en termes d'historique de famille, ça te marque aussi beaucoup plus. Tu vois, savoir que tes parents, tes grands-parents ont vécu des horreurs, d'office dans ton corps, en fait, tu le ressens beaucoup plus que dans nos contrées ici où on tape les vues dans des homes, quoi. Ouais, Je dis peut-être ne une sais- bêtise, je c'est ne sais maintenant, pas. je réfléchis, mais je me dis, est-ce qu'il y a C'est dur peut-être à- aussi ça, tu vois, qu'ils C'est dur sont à plus dire. proches de leurs ancêtres, tu vois, ils sont... Je crois que c'est juste une autre Je ne relation. sais pas si ça a vraiment un rapport Oui, avec je la ne bombe sais pas, atomique. non, peut-être pas, mais je veux Mais, dire, en termes d'historique familial, tu vois, Oui, ouais, c'est, ouais. Ça, oui. Après, oui. comme je dis, j'ai peut-être une Peut-être. bêtise, c'est pas grave, tu vois, mais... Mais je pense que c'est vraiment culturel. Hein. Enfin, contredis-moi ouais. si je dis une bêtise, Ouais, mais mais c'est ça, il y a c'est- cet attachement aux anciens, aux, Oui, c'est aux ça. oui, aînés, en fait. Ça, c'est certain. Mais voilà, avoir une corrélation avec... est-ce que la bombe atomique fait que on n'est plus Non, je ne sais pas. enclin à c'est- rester avec sa famille? Je ne pense pas. Non, non, Après, plus il que faut le fait faire une que étude le fait sociologique, de mais- savoir que les familles ont vécu des horreurs pareilles, tu le ressens beaucoup plus que qu'ici. Je ne sais pas. Mais en fait, au Japon, plus que la famille, on voit des fois même... Enfin, il y a le microcosme, le macrocosme, et limite, ta ville, c'est ta famille. Enfin, voilà, enfin, il faut... et Miyazaki le traduit bien, c'est que la société doit être bien s'entendre, tous ensemble. Mhm. C'est très japonais, ça. Donc, si quelqu'un a oublié un objet, ben, on le ramasse et on le met sur le côté pour que la personne le retrouve. C'est vraiment genre... Voilà, c'est peut-être enfin, je sais pas, mais c'est peut-être un lointain cousin et Ouais. lui, il a besoin de ça. Enfin, Ouais, voilà, c'est vraiment... Tout le monde C'est doit beau, s'entendre, hein. quoi. c'est beau. C'est beau. Mais pour Ils étendre ont un peu la merveilleux. réflexion, il n'y a pas que la menace atomique. Hein. Oui, Il ne faut bien pas sûr. oublier que le Japon a été littéralement pulvérisé par les bombardements américains juste un petit peu avant la guerre atomique, justement. Que ce soit Tokyo, que ce soit Kyoto, Osaka, Hokkaido. Enfin, voilà, les grandes villes japonaises ont été massacrées aussi à coups de bombes. Et donc, il y a quand même ce spectre aussi de la ville détruite dans un enfer de feu. Bah pour le coup, dans nos ICA, on Via parlait les d'aviation. L'esthétique des avions, c'est vraiment de l'esthétique de bombardier. Voilà. Donc c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Miyazaki, avant de faire du manga et de l'anime, a beaucoup dessiné des avions aussi. Donc il a cette technique nickel de dessin impeccable, quoi, et très très réaliste, évidemment. Donc Nausicaa, on est en 84. 85, il va fonder Studio Ghibli. Et puis arrive Le Château dans le ciel. Nous allons aller vers Bastien, qui est notre résumateur professionnel. Qui est un film d'aventure, c'est ça? Tu me contredis? Magnifique. Film d'aventure et d'exploration? Oui, oui. Très bien, Voilà. très bien résumé. Voilà, fini. Allez, ciao. Tout est dit. Non, comment résumer le château dans le ciel? Il y a un côté assez occidental, pour le coup. Cette jeune princesse, qui est littéralement une princesse, d'un royaume oublié, qui serait un château qui évolue dans le ciel, qui est kidnappée par des méchants militaires.
et des méchants policiers qui veulent mettre la main sur la technologie, et un jeune qui n'est pas fermier pour une fois, qui est juste mineur. Voilà, Un mineur, pourquoi c'est pas. un enfant exploité, mais bon voilà, ça reste une base. Hein. Mhm. Et qui va donc essayer de devenir le chevalier servant, chevalier blanc de cette jeune princesse au désespoir, et lutter contre le méchant criminel qui veut s'accaparer le château. Donc c'est très très occidental. Hein, comme, Mais c'est adapté comme dans référence. des voyages de Gulliver aussi. Il y a une grosse référence. Même Miyazaki, de manière générale, est très très influencé par le Par la système littérature. européen. Ouais. Et vous l'avez aimé? Bah, soyons un petit peu Moi, subjectifs. Hein. j'adorais- moi, je regarde tout, je sais pas vous, mais moi je regarde tout en VO, donc en Mhm. japonais, et ça gueule tout le temps. Ça gueule parce qu'à chaque fois, elle est kidnappée et puis gueule. Quand j'ai oublié son prénom, Yashita. Pazu. Chita et Pazu. Pazu. Oui. Chita, Pado. Et tout le film pendant 1 heure, ça gueule comme ça. Bah, c'est super beau, machin. Mais ça hurle en japonais, quoi. L'aventure est sympa, ouais, mais ça gueule tout le temps, quoi. Ça, c'est vraiment le seul truc qui me dérange dans le film. J'avoue, je le Sinon, regarde en français. Ah bah voilà. Pardon. Mais il est super beau. Ça fait très penser à Zelda, en fait. Mhm. C'est Ouais, un- clairement, Oui, T'es c'est un petit vrai. gosse, tu dois aller chercher la princesse. Et puis tout est beau avec des nuages. Qui est des plus ou moins châteaux. le film est sorti plus ou moins à la même époque que les premiers jeux Zelda Ah, apparaissent voilà, par ouais, en ailleurs, plus, hein. d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Ah Oui, ouais, NES, c'est ouais. vraiment cette époque-là. Ouais, ouais. Oui, c'est... Mario ah oui, arrive en 84 et Ouais, Zelda c'est arrive en fou, quoi. 85, 86. Mon Dieu, J'allais on est rebondir. vieux, les gars. J'allais rebondir sur le fait que, en fait, beaucoup plus que le film précédent, celui-là, je vois vraiment le rite initiatique en fait dans le film, parce que tu parlais du fait que ce coup-ci c'est pas un fermier, voilà, c'est pas, bah voilà, il y a un côté très bam, il y a une destinée qui te tombe dessus. Qu'est-ce que tu choisis, tu l'embrasses ou pas? Et là, ça l'amène dans une aventure qui est déjà complètement épique et puis qui amène à quelque chose d'extraordinaire, qui est voilà, de trouver une île volante, c'est quand même pas rien. Mais on est aussi dans une logique très commerciale. Hein. On est Mhm. vraiment au début de Ghibli, il faut vraiment rentrer dans les frais, il faut s'assurer d'avoir assez de moyens financiers. Un truc pour payer universel, l'équipe. quoi, alors. Universel qui peut partir vers l'exportation à un moment donné, Mhm. même si le film ne sortira pas vraiment beaucoup en dehors du Japon. Mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté d'aller chercher un public très très large, des enfants, des adolescents, des adultes. Et tu penses alors que la façon, parce qu'on évoquait que la façon dont on a l'impression que ça s'est un peu occidentalisé, la façon de la représentation, la ville de mineurs, tout ça. Alors, il y a un petit côté Disney hein, aussi, Ouais, bêtement, voilà. dans la façon de procéder au niveau de l'animation, au niveau Mhm. du récit, au niveau de la mise en scène. Il y a de l'action tout le temps. Comme dit Vincent, ça gueule tout le temps. Il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment une conception un peu à l'américaine de se dire on fait ça pour les gosses de 3 ans et l'attention d'un gosse de 3 ans, c'est 3 minutes. Donc toutes les 3 minutes, il faut avoir quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a un début, il y a une fin. Voilà. C'est pas très politique, en fait. C'est très clair. Les Ouais, méchants c'est sont clair. méchants, Ouais, les gentils ouais. sont gentils. Voilà. Tu cherches Ouais. un méchant, voilà. Oui, là pour le coup, c'est le seul film dans lequel j'arrive à peu près à l'identifier. Mais tu disais que c'était, à tes yeux, un film qui était prévu pour des gosses de 3 ans, enfin en tout cas pour de la petite enfance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que, voilà, je pense qu'au niveau du climax final, par exemple, il y a l'antagoniste en chef qui n'hésite pas à tuer ses propres hommes, à tuer. Enfin, c'est pas très grave, c'est pas graphique du tout, mais il le fait. Et en termes d'actes, j'étais en train de me dire, mais tiens, est-ce que déjà là, c'est pas un cinéma qui grandit légèrement? Enfin non, pas forcément, parce que c'était aussi le cas dans Nausicaa, je trouve. Donc là, là, est plus adulte. Hein, oui, voilà, parce que pour le coup, Ouais. même ces deux-là, je me pose la question de est-ce que c'est vraiment finalement du cinéma pour enfants ou pas? Et même en règle générale, est-ce que Miyazaki est un cinéaste pour enfants? Après, ça reste mon interprétation. Hein. Mais moi, j'ai vu Oui. aucun Miyazaki en étant enfant, déjà. Donc, Non, non plus. Non. Tu vois, vu qu'on était ici, j'ai pas eu accès, à part Sherlock Holmes, mais qui est pas un film, enfin, on en parlera plus tard, mais qui est pas un film de Miyazaki, mais je n'ai pas connu, moi, les Miyazaki enfants. Donc, c'est vrai qu'en plus, quand tu n'as pas d'enfants, c'est hyper dur de savoir situer si un film peut matcher avec des enfants ou pas. Je crois que c'est doublement difficile dans le sens où non seulement on n'avait pas accès à ces films-là, mais on a aussi tous grandi avec Disney. C'est parce qu'on avait dit aussi à l'époque, quand Et on a fait Don l'émission Bluth. sur Don Bluth, Ouais, tout à fait. Et Mais tu évoquais voilà. aussi autre chose par rapport au Japon, c'est le fait dont parfois il peut amener du côté horrifique. Ça, c'est souvent quelque chose que je trouve d'un peu inattendu dans beaucoup des films. Dans Nausicaa, je sais pas si oui, tu l'avais évoqué, c'était pour Nausicaa. Les représentations de la forêt dans Nausicaa, il y a des moments où je trouve qu'on est dans ce registre-là. On est fort dans le registre de c'est un peu de l'horreur. Il faut que tu aies peur de la forêt avant tout. c'est pas forcément peur. Enfin, Vincent parlera sans doute mieux que moi, Ouais. mais il y a ce rapport aux esprits aussi. Il y a un côté Oui. animiste chez les Japonais nous, c'est pas forcément notre culture. Mais voilà, dans le Château dans le ciel, par exemple, ce sont ces grands robots. Oui. Qui ont une vie, on comprend pas trop comment ils font. Même le château, quelque part, a une espèce de vie en lui-même. Et les Japonais ont ce rapport Carrément. à l'animisme et aux esprits assez différents. Ouais, avec tout ce qui est yokai, tout ça. Mais ça, on va. Donc c'est quoi on va ça, en yokai? parler. Bah, vas-y, parle-nous des yokai. C'est compliqué à expliquer, mais T'aurais dû te taire. c'est plus des... c'est plus des esprits qui vivent un peu partout en fait au Japon. Ça peut être dans ta maison, ça peut être sous ton sol.
mais dans l'eau. C'est grudge. C'est un peu, oui, mais en fait, Ouais, ouais. grudge et tout ce qui est, c'est comment ça s'appelle encore, le cercle. Ouais, ouais. Voilà, bah, Magnifique. tout ça, ça a une logique au Japon. Enfin, c'est vraiment des yokai. Et en fait, ils peuvent être, ils sont plutôt maléfiques, mais ils sont pas que maléfiques. Donc c'est un peu un principe aussi de karma. Enfin, je m'égare, mais il faut pas faire des choses qui peuvent déranger d'autres personnes. Ok. Sinon, un yokai peut te suivre ou Ok. te faire des farces. Ou alors tu perds tes clés, bah, c'est un yokai, quoi. Ok, donc il y a un côté superstitieux en tout cas dans la culture japonaise. Je sais pas si on Oui. peut le définir comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vivre en harmonie. Et l'harmonie Ouais. revient beaucoup avec Miyazaki. Mais si tu ne vis pas en harmonie, les yokai vont prendre un peu de la place. Et t'ennuyer. Et voilà. Et donc, il ne faut pas trop les ennuyer. Il faut être calme. Et tout en harmonie. Tout ira bien, quoi. Et est-ce que c'est... Pardon, sur vas-y, vas-y. sur ce coup-là, pour Nausicaa, je pense pas que les yokai aient vraiment beaucoup de place. Je pense que c'est plus la nature, en fait. Mhm. C'est, l'harmonie avec la nature, Mhm. qui est très importante aussi pour Miyazaki. Qui est fort représenté par les robots que tu évoquais. Dans Je le sais Château pas dans si le ça, ciel, ouais. entre autres. Hein, Mais les yokai ont un rapport avec la nature aussi. Enfin, voilà. Ouais. Oui. Et est-ce qu'au Japon, parce que, en tout cas ici, encore une fois, je n'ai pas d'enfant, mais on n'est pas à fond à parler de ça aux gamins et tout ça. Est-ce qu'il y a une culture de ça beaucoup plus présente pour les enfants au Japon ? Est-ce qu'on les familiarise beaucoup plus tôt, en fait, à tout ce monde ? Au yokai ? Ouais. Ah oui, carrément. Ouais, Ouais. ok. Ah oui, c'est vraiment des Ouais, c'est contes ça. pour enfants. Ouais. Ici, tu dis, tu lis, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on lit aux gosses ? Moi, j'en sais rien. Moi. Tu lis n'importe Disons quoi. que par exemple, on va s'attarder sur les anges, sur ce Ouais, genre de ouais, choses, ouais, ça, ouais. qui est Calme-toi, plutôt quoi. Et judéo-chrétienne. bah là, c'est vraiment. Ok, les ouais, yokai. Ouais, t'oublies de fermer la porte, tu dis fais attention, il y a un yokai qui va rentrer, quoi. Tu vois, Ah oui, comme le boogeyman. Ouais. C'est ça. Ouais, Je sais pas si c'est une bonne analogie. Mais... Ouais, si, ouais. Oui. Enfin, Ah, c'est Mais fou, voilà. ça. Ok. donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la culture japonaise, le yokai. Mais je ne sais plus si c'est Bastien ou Vincent qui disait que... c'est toi, Bastien, je pense, qui disait que dans le château dans le ciel, c'est beaucoup moins politisé. Je sais pas Je crois que c'est moi qui l'ai dit, en fait. Ah, c'est Ah, toi. voilà. Mais c'est Vincent comme Elle ça. avait, Vincent. elle avait dit Vincent avec Ouais, S. bien. Sur ce Voilà. coup-là. Vincent avec S, oui, merci Bastien, c'est gentil. On a, c'est vrai que c'est un peu plus, entre guillemets, grand public en termes de thématique. Maintenant, moi je vois quand même dans celui-là aussi une petite méfiance de Miyazaki envers la science, la technologie. Pas vraiment le fait d'avoir une méfiance de la technologie, mais plutôt une méfiance envers les hommes et leur utilisation de la technologie. Mhm. Il y a quand même ce petit côté, un petit avis quand même. Le, tu vois, le tu- dévoiement de la technologie, Oui, en fait, c'est c'est ça. ça. Voilà. Tu n'as pas juste ce côté, ok, on fait un film qui fait... Il arrive quand même à faire passer un joli message, quoi. C'est, malgré le côté un peu plus grand public, un peu plus, il faut ramener des sous, quoi. Mais on revient encore à ce spectre atomique. Fondamentalement, mais c'est c'est que ça, ça, toujours. c'est se dire que la bombe atomique, c'est une des meilleures inventions du XXe siècle. Mhm, mhm. Et en même temps, c'est une des pires. Quoi. Je- Et il y a ce moment, d'ailleurs, si je me souviens bien, où le château lance une attaque, je crois, je sais plus si c'est dans l'eau ou sur un lot de terre, ou je ne sais plus, où ça crée une explosion, ça crée Oui. vraiment un champignon atomique, Oui. littéralement. Donc à nouveau, c'est Tout encore à fait. toute une Visuellement iconographie qui magnifique. revient. Alors, petite particularité avec ce film, qui pour moi se coupe aussi avec le film précédent, et puis après on pourra peut-être passer au film suivant, Qui est mais beaucoup j'ai plus l'impression, qui est beaucoup plus happy, mais j'ai aussi cette sensation Enfin. qu'il y a souvent une obsession pour le côté ingénierie, le côté fonctionnement des machines, Oui, hein. comment ça fonctionne. Quand on est dans le château de l'Anciel, je trouve qu'il y a vraiment une mise en avant de ça. Oui, on l'expliquait plus tôt. Il s'est mis à faire du dessin, il était obsédé par des avions. Évidemment, je pense que tout ça doit jouer, mais c'est quelque chose qui est fort, fort présent, j'ai l'impression, dans beaucoup Oui, de on ces va y films. revenir après aussi. On va y c'est vrai revenir, que- C'est à cause de papa. C'est un gosse de papa. Ouais, ouais. C'est comme C'est ça à cause, c'est à cause Ah, de c'est à papa. cause de papa, ok. Parce que papa était ingénieur aéronautique. Ah, bah voilà. ok. Voilà, l'émission est Après, terminée, j'ai tout dit. Après, au Japon, tout ce qui est technologie, enfin, à cette époque-là, ils Ouais. étaient vraiment en avance. Et on a eu tout ce qui est robots, Goldorak, etc. Les Gundam, les Gundam, surtout. Gundam, ouais. Pourquoi tu ouais. me montres quand tu Je sais pas. Tu te dis que j'étais une enfant de Goldorak. C'est Mais vrai. voilà, le Japon, le Japon a grandi avec les robots, quoi. Ouais. Ouais, mais ils ont été en avance sur plein de choses et en même temps leur monde, quoi. C'est c'est très préservé de notre vie. Mais c'est pas parce qu'ils ont été démilitarisés. Enfin, là, on parle plus de cinéma, mais parce qu'ils ont été démilitarisés, justement, qu'ils se sont mis à développer d'autres choses, et notamment l'aspect culturel et l'aspect technologique
de la société japonaise. C'est exactement la même chose. La culture au Japon a toujours été un peu compliquée quand même. C'est pas très bien vu d'être comédien, par exemple, au Japon. Maintenant, ça va un peu mieux, mais pendant très longtemps, faire du cinéma, c'était pas. Mais pourtant, il me bien. semblait que les doubleurs, ils étaient vus comme des méga stars, par exemple, alors que c'est être comédien, ça. Oui, parce que ça fonctionne très très bien, mais Ah oui. un parent, enfin là on est dans une culture asiatique de manière générale, ça Oui, c'est oui, la même ok. chose en Corée du Sud, en Chine, etc. Mais voilà, quand tu dis que tu veux être artiste, c'est un peu compliqué quoi. Par exemple, ils n'ont pas de statut d'artiste au Japon, enfin, sauf si je me trompe, mais c'est pas reconnu pour l'instant. Et c'est même encore maintenant, dans le précédent gouvernement sous Shinzo Abe, dire qu'on était comédien, dire qu'on était cinéaste, c'est très très mal vu. Et par exemple, quand Koreeda, qui est un grand cinéaste, a une récompense, c'est pas. Voilà, dès qu'un cinéaste asiatique a une récompense, que ce soit une Palme d'Or, un Oscar, peu importe, ou un Lion d'Or à Venise ou autre, c'est pas. Voilà. On s'en parle pas trop dans la presse parce que c'est pas forcément bien vu d'être un artiste dans une société comme ça. Mais Miyazaki, à côté de ça, est encensé. C'est le Walt Disney japonais, lui, par contre. Ça, Ce qui est paradoxal, alors, en fait. La place des dessins animés c'est ça. est différente que le cinéma classique. Ouais. Je pense, Parce que si tu prends quelqu'un comme... Enfin, non, on va trop déborder, là. J'allais dire comme Takeshi Kitano, mais... Vas-y, mais... On va trop déborder. Mais alors, Takeshi Kitano, pour faire une petite parenthèse, est super vas-y. intéressant parce que Beat Takeshi est génial et adoré par l'ensemble de la population. Les films de Takeshi Kitano ne sont vus par personne. Ah bon? Takeshi Kitano fonctionne très bien à l'étranger, il est récompensé à Venise, il est récompensé à Berlin, mais au Japon, il ne fonctionne pas. Sauf quand il fait des films comme Outrage, parce que c'est des films du Yakuza, parce que ça fonctionne bien, c'est un peu les films dont le public a l'habitude. Mais les Sonatines, les Hanabi, les grands films de Takeshi Kitano, les films d'auteur, ça marche pas du tout quoi. Mais Beat Takeshi est un des personnages les plus adorés de la population. Bon, passer cette parenthèse, on va peut-être passer à Totoro. Tout commence en 1903 en fait. Avec les Benchi. Alors, Totoro, je disais un peu plus happy. Moi, personnellement, Totoro, il me fait chialer. Je sais qu'il est censé être happy. Pour moi, c'est pas du tout happy. C'est beaucoup rien que Totoro. J'ai plus de voix. J'essaye vraiment de me penser. Je vais pas vous faire toutes les chansons. J'attends quand même qu'on parle de Sherlock Holmes pour chanter. Mais c'est vrai que en termes de, Totoro, ça reste tellement. Je sais pas, il y a un côté nostalgie, famille. Allez, Bastien, notre résumateur professionnel, résume-nous Totoro. T'es histoire d'un gros chat qui Avant dort. que je m'emballe. Mais c'est vrai que c'est très simple à résumer, Totoro. C'est bon, il l'a fait. Hein. Parce que Totoro, c'est juste. Voilà. En vrai, il se passe pas grand-chose. Exactement. Non, Il se passe rien. Il ne se passe rien. C'est à mon avis, quand je t'ai au téléphone parler de Miyazaki, si tu venais de regarder Totoro, tu m'as dit c'est tellement mignon. Oui, c'est mignon. Je sais pas quoi dire d'autre sur ce film, exactement. Mais il y a plein de choses à dire, c'est ça qui est cool. Ah, il y a plein de choses à dire sur la relation avec la mère et tout. C'est affreux. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi comment ça a été créé. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc, tu parlais tout à l'heure de Takahata, Isao Takahata, qui a cofondé les studios Ghibli avec Hayao Miyazaki. Donc il faut savoir que ce sont les deux directeurs artistiques du studio, mais qu'il y a toute une série d'exécutifs. Donc c'est-à-dire les mecs qui tiennent le cordon de la bourse et qui disent OK, ça ramène de l'argent, ça ne ramène pas. Et la même époque, la même année, tu as Takahata et Miyazaki qui vont dire en fait, on veut prendre des risques. Nausicaa, c'est cool, le château dans le ciel, c'est sympa, mais on a envie de faire autre chose. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et la même année, tu as quand même Totoro d'un côté. Et de côté, tu as le tombeau des Lucioles. Oui, j'allais dire, incroyable. Le grand Si tu écart. pleures devant le Totoro, bon. mais non, mais le tombeau des Lucioles, je l'ai regardé une fois, j'ai fait plus jamais. Mais c'est super intéressant parce que les deux films reposent sur le même principe, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire de deux enfants, et sauf qu'il y a un côté extrêmement noir chez Takahata et un côté extrêmement jovial et positif chez Miyazaki. Et donc c'est super intéressant de voir ce grand écart artistique. Donc voilà, il y a aussi tout un contexte derrière la création en termes de défis aussi personnels, artistiques par rapport aux deux réalisateurs, et la façon dont ça s'intègre aussi dans une logique de studio, et qui va être super payante, parce que Tombeau des Lucioles va très très bien marcher dans les festivals et autres, et Totoro va être... Va devenir la mascotte. Oui, j'avais la mascotte, justement d'ailleurs, du demandé Vincent, Totoro au Japon, il est genre partout, tout le temps? Partout, non. Là où les touristes sont, Ouais. Ah, il y a un du Totoro. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'au Japon, c'est pas ce qu'on nous. On ressent Totoro comme une mascotte. Ouais. Enfin, Mais il y a la qui vision n'a pas un qu'on Totoro a, chez soi, c'est quoi, tu ça. vois. Ouais, Et j'en ai là, un, oui, c'est vrai. Si tu vois quelqu'un avec un porte-clés de Totoro, c'est super rare en fait. Ah ouais, c'est Ouais. vraiment la vision que nous on a. Hein. T'as ce marketing énorme développé autour de Totoro, mais c'est vrai que c'est pour nous fascinés par le Japon en fait. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que c'est plus Ghibli de manière générale qui est très très présent. Oui, c'est ça. Ouais, je sais pas s'il y a une mascotte de Ghibli au Japon. Non, mais enfin, juste Totoro est devenu après le logo. On veut dire le logo. Oui, c'est vrai que c'est le Ghibli, logo. quoi, mais C'est vrai que c'est le logo, ouais. Ouais, c'est le logo. Et c'est,
Mais Totoro, c'est quand même un monde, parce qu'on revenons un peu à ce monde de Miyazaki, il y a un peu, moi je vois à travers Totoro, c'est vraiment le monde dans lequel tu te réfugies quand tu as un parent malade. Miyazaki a quand même été éloigné de sa mère pendant quand même plusieurs années parce qu'elle était malade. C'est quoi le nom de la maladie ? La tuberculose. Tuberculose. Le trou de mémoire. Et donc il n'a pas pu être, je pense, pendant 3 ans auprès d'elle à cause de cette tuberculose. Et vraiment dans Totoro, ce monde où tu as ton parent malade, tu te réfugies dans tes mondes imaginaires. Moi, ça m'a parlé à crever et je trouvais que c'était... je crois que c'est pour ça que je suis personnellement touchée parce que des histoires de vie, tout le monde en a un peu, mais je trouve qu'il y a un truc qui résonne énormément et qui traite d'une façon tellement saine et belle de comment tu gères un membre de ta famille malade, en fait. Il y a que moi qui ai été touchée à ce point-là, je crois. Ah non, Non, mais parce non. que Totoro, pour le coup, ça m'a pas vraiment touché, dans la mesure où je me sentais un peu plus déconnecté, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression de regarder un vrai pur film pour petit enfant. Ah ouais. Et donc, moi, pour le coup, en tant qu'adulte, j'ai plus de mal à me connecter en fait à ce genre de film, tout simplement. Ouais, je peux comprendre. Donc voilà. Parce que tu n'as pas d'âme. Exactement. Merci de t'en rendre compte. Et vous en pensez quoi de Totoro ? J'aime bien les avis subjectifs, moi je sais. C'est C'est mignon. juste mignon, oui, vous n'êtes pas plus... Non, moi je crois ravagé justement que que ça, la relation avec la mère, c'est quasi le point central du film en fait. Il y a cette double lecture un peu plus adulte pour moi de Totoro. Ouais, c'est ça. En fait. C'est vraiment le point central adulte, comme tu dis. Et puis le reste, bah voilà, il est dans la nature. Il y a un petit passage secret. On fait grandir des arbres. C'est mignon. On attend l'arrêt de bus. Ce qu'on fait après quand on est adulte, quand on devient des hippies bobos à la campagne, on fait grandir des plantes, tout ça, on s'envoie des photos. Mais oui. Oh, cheval. Et alors, la particularité du film aussi, je trouve, c'est, et ça se ressent aussi très fort dans le film suivant, c'est, tu l'as évoqué, c'est qu'il n'y a pas de conflit dans le film. Un film, moi, sans conflit, moi, je me dis, c'est la base un petit peu de n'importe quelle écriture scénaristique, c'est qu'à un moment, il faut du conflit pour que j'ai l'impression un récit soit intéressant, ou alors, c'est ma vision des choses. Mais c'est une écriture très occidentale, en fait. Oui, c'est ça, ok. C'est très film américain, film français aussi, de manière générale, film anglais. Tout repose beaucoup sur le conflit. En Asie, c'est pas là forcément la même approche. D'accord. Donc maintenant, on révise un peu les positions parce que tu as toute une série de cinéastes comme ça, de grands noms, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon, qui ont adapté ces codes aussi à leur culture, parce que les films voyagent maintenant beaucoup plus facilement. Mais de manière générale, le cinéma japonais n'est pas un cinéma où il se passe énormément de choses. Ce sont des tranches de vie, très majoritairement. Il y a les Kitano pour y voilà. revenir. Mais je suis pas tout... Enfin, je suis d'accord et pas d'accord. Il n'y a pas... Ok qu'il n'y a pas d'antagoniste. Il n'y a pas de conflit avec quelqu'un d'autre, mais il y a le conflit avec soi-même. En fait, le fait de grandir, de traverser des épreuves, ça reste un conflit. Comme dit, c'est une tranche de vie, c'est un récit initiatique, c'est beaucoup plus sur des conflits beaucoup plus internes, en fait. Il y a pas de méchant. Enfin, c'est Alice au Pays des Merveilles, en fait. Ouais, c'est ça. une adaptation de... Il y a quand même une méchante dans Alice au Pays des Merveilles. Pas vraiment. Hein. Ouais. La Reine de cœur, elle apparaît 5 minutes, c'est pas non plus... Oh, mais elle est quand même pas très sympa. Hein. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce... Enfin, c'est vrai que Totoro est beaucoup plus pisse qu'Alice au Pays des Merveilles, mais les embûches, c'est les embûches avec toi-même et le fait que tu dois grandir, en fait. Oui, je suis toujours très touchée par tout ce qui touche à l'enfant. Je ne vais pas pleurer Oui. comme à chaque Mais podcast. C'était plus pour poser cette question un Non, peu mais c'est naïve, vrai, qui bien est que sûr, quand ouais. moi je regarde un film comme Totoro, et Mais aussi je Kiki la sais. petite sorcière, le film suivant, Ouais. j'ai tout le temps l'impression de me dire, mais il se passe rien. Il se passe rien dans ce film. En fait, ouais, comme tu dis, il se passe des choses, mais c'est très contemplatif en fait. Ouais. Moi, j'aime bien. En plus, niveau rythmique, j'aime bien le silence. Et des fois, ça fait du bien, quoi. C'est vrai que ça, c'est pour le coup, on l'a peut-être On pas n'est trop pas habitué à regarder évoqué. des On l'a films peut-être de pas trop silence, évoqué, avec- mais en tout cas, Miyazaki, il y a ce côté contemplatif, effectivement. magnifique. Mais qui apparaît vraiment que Totoro, hein, pour le coup, parce que Nausicaa, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Château dans le ciel, Ouais, c'est comme on en vraiment un parlait. film d'aventure. Là, on arrive vraiment sur aussi un point de bascule, je trouve, chez Miyazaki. Hein. Ouais. Totoro, c'est encore un film vraiment. Est-ce que à c'est part. pas justement un moment où le studio Ghibli est bien installé, où il peut se permettre ce genre Si, de bien choses? sûr. Oui, c'est ça. Et ça marche, hein, parce que les deux films fonctionnent très très bien, que ce soit Takahata, que ce soit Miyazaki. C'est un des gros succès. Et après, ils partent alors vers des choses beaucoup plus complexes encore. Donc là, on est en Justement, 88. Et puis on part en 89 avec Kiki. Kiki, que Alors, toi, Kiki, tu as la trouvé petite que ça ne se passait rien. Bah, c'est ce que je t'ai dit au téléphone. Oui, exactement. Mais là, je viens de le dire. Voilà, Ouais. Totoro, Kiki, j'étais un peu paumé sur ces deux films-là. Bastien, qui est Kiki? Qui est Kiki? Qui est Kiki? C'est une jeune fille qui travaille pour Deliveroo. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Donc, elle a un business de livraison de colis.
étant une sorcière, elle peut voler avec son balai, donc elle peut livrer facilement les colis. C'est quand même Nique vachement sa mère cool. Amazon, tu vois. Ouais, nique sa mère Amazon. Et alors l'idée, c'est que elle a 13 ans, elle vit avec ses parents, elle a je crois qu'elle a son diplôme de sorcière, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et elle Ouais. peut, et elle peut s'en aller. Elle dit, je prends mon indépendance, je pars dans une autre ville et je monte mon business de. Et là, il y a C'est la tradition à 13 ans, sorcière Voilà, quitte, c'est ça. quitte la famille. c'est Quoi. ça. Et Et les donc là, parents disent, oui, les parents de l'année quand même. T'as 13 ans, vas-y, va-t'en. Mais au Japon, oui, l'aspect adulte, enfin, c'est peut-être Ouais. en Asie aussi, on est plus adulte plus tôt, quoi. Ouais. Et faut savoir qu'au Japon, t'as 8 ans, tu vas à l'école à pied. Tu prends le bus, Oui, c'est t'as vrai. qu'il y a rien pas à ça craindre, ici. quoi. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. pour eux, 13 ans, c'est bon. Hein, Encore maintenant Oui, oui, toujours Ouais. maintenant. Ouais. Classe. Donc, ouais, ça, c'est déjà assez spécifique, quoi. Mais non, Et mais alors, c'est la- vrai que nous, pardon Vincent, mais Vas-y, c'est vas-y. vrai que nous, on voit ça, on se dit, 13 ans. Mais c'est vrai qu'ils ont énormément de responsabilités aussi, même dans les Déjà, ils ont Miyazaki. permis en balai à général. l'époque, hein. Ouais, regarde le Pokémon, là. C'est vrai que permis balai dans. Hein, Pokémon, il a 13 ans, il se barre. Hein. Ouais, c'est vrai. Il a Sacha, attrapé les il a 13 Pokémon, ans. le gars. Voilà, Ouais. bref. Belle métaphore des MST d'ailleurs. Et donc, Kiki, vous en avez pensé quoi de Kiki? C'est super dur à dire très vite quand on n'a plus de voix en plus. Moi, j'adore Kiki. C'est ma mascotte. Surtout C'est le vrai chat. Moi, j'adore Ah le ouais, chat. magnifique. Qui parle au début, puis après. Lui aussi grandit. Il grandit, il parle plus. Ouais, c'est ça, lui aussi, Quel il grandit, il fait sa propre vie, quoi. C'est super beau. ouais. Et ouais, je crois que c'est le chat qui me fait chialer, moi, dans ce truc. Et oui, tout est beau. Enfin, je sais pas quoi dire. Mais c'est encore, oui, c'est un récit initiatique, c'est un C'est ça. parcours de vie, quoi. C'est apprendre à. Il se À passe vivre. plein de choses, mais il se passe rien. Parce qu'en fait, à nouveau, j'ai envie de dire, tout ce qui est lié à ce récit, enfin, si on peut vraiment appeler ça un récit initiatique, pardon, tout est intériorisé en fait. Tout part de Kiki et finit chez Kiki. Pardon, je sais pas. C'est dit bizarrement, mais en tout cas, tout se passe chez elle. Il y a un lien avec les Et, MST. voilà, c'est ça, tout se passe chez elle et il y a des interactions avec d'autres personnages, mais j'ai l'impression que tout est tout le temps intériorisé chez elle. C'est une quête perso d'indépendance et finalement, son plus gros ennemi, c'est elle-même parce qu'elle doute beaucoup, en Mhm. fait. Et j'ai juste une impression de voir ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision du film Kiki, parce que c'est vrai que le climax, il y a quand même un climax dans le film où elle doit sauver son petit ami. Ouais, Voilà. C'est pas son petit ami. Hein, Ouais, ça devient son petit ami. 13 ans, il n'y a pas de petit Ouais. ami. Ah, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'il fallait une fin. Mhm. Alors, on a mis cette fin-là, impressionnante, ok. Mais après, ouais, c'est ça, c'est à elle d'intervenir, de faire des choix. Mhm. Et- Et je trouve qu'il y a aussi un choix de Miyazaki dans ce film, enfin de Miyazaki et de son studio. Kiki, c'est une sorcière, mais c'est l'opposé de toutes les Magical Girls qu'on voit à ce moment-là. C'est vraiment l'opposé, quoi. Oui, c'est une sorcière, mais à part savoir voler sur un balai, elle se confronte aux vrais problèmes de la vie. C'est pas. Oui, c'est ça, c'est une tu- vie très réaliste. Elle a un rhume. Tu vas, non, mais tu vas t'idéaliser à elle comme une autre petite fille. Moi, personnellement, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me rapporter à Sailor Moon. Mais c'est vrai que Kiki a un côté un peu plus vraie vie, quoi. C'est une sorcière, mais elle doit se débattre avec les problèmes de la vie. Elle peut pas juste claquer des doigts et être Elle doit tranquille, payer quoi. son loyer, elle doit... Non, mais oui, vraiment, c'est ça. tu vois, il y a un côté Elle qui tente ses qui premières livraisons, d'abord elle se plante, elle perd l'objet. Elle se lance en auto-entrepreneur. Ouais, Elle s'en- Et ça ramène vraiment le côté magique, mais ça ramène à terre, quoi. C'est aussi, je trouve, un choix de Miyazaki de se démarquer, oui, de toutes ces Magical Girls. Et elle est en haillon, quoi. Je veux dire, Elle est quand Elle même mignonne, quoi. Tu vois, elle est c'est mignonne, pas- certes, mais à la pauvre. bandeau rouge, ouais. Mais Beau c'est petit haillon. pas, tu vois. Un peu vintage, quoi, tu vois. Ouais. Recab. Non, elle est mignonne, mais elle est pauvre. tu vois. Elle est super pauvre. Et personne ne l'aide. C'est quand même un des premiers films, je trouve, qui est très européen. On arrive dans une ville européenne, même si les autres filment un tout petit peu, mais... Mais il a visité la Il a un côté Suède, en marqué, fait. ouais. Miyazaki, à ce moment-là, il avait été en Suède pour je ne Ah, sais voilà. plus quelle raison. Et donc, il a fait énormément de croquis en Suède. Et donc, il a pris beaucoup de ses croquis de voyage pour un peu créer encore une fois, c'est l'Europe magnifique. Enfin, Ouais. il est très beau visuellement. C'est justement quel est le monde de toi, je me raccroche bien à la thématique et tout. Dans quel monde vit Miyazaki quand il crée Kiki? Mais moi, je trouve que c'est un super monde parce que c'est un monde inclusif. Ouais. Parce que Kiki est une sorcière et c'est banal. C'est-à-dire Ouais. que personne ne pose la question. Ah, t'es sorcière, c'est cool. Tu pourrais être Mhm. ramoneur ou tu pourrais Ouais, être c'est ça. boulanger. Enfin, ça change littéralement Oui, rien. c'est vrai. C'est intégré dans la société. T'es sorcière, t'es sorcière. Ouais. Et c'est un truc qu'on va retrouver plus tard hein, dans d'autres films de Miyazaki. Mais ce côté où t'as un personnage qui est normalement hors norme, on va dire ça comme ça, Mhm. mais qui est Oui, complètement parce qu'il y a de la accepté par la fantaisie. société. Il y a de la fantaisie, mais qui Ouais. est complètement Mais qui est banalisé. normalisée. Oui, c'est Oui. ça. C'est banalisé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a un côté très réaliste, effectivement, ce côté ville très européenne, et quelque chose de complètement onirique avec cette sorcière, ce chat qui parle, ce balai, etc. Et voilà,
tout ça vient ensemble et on se pose pas de questions. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Mais il y a quand même beaucoup ça dans les mangas et les animés, un peu toujours ce côté ou de réalisme magique comme ça qui est quand même assez présent, non? J'ai l'impression que c'est plus marqué en général. Ouais. C'est que les univers sont très très marqués avec ce côté fantastique qui est vraiment intégré. On parlait de l'attaque des titans tout à l'heure, c'est acquis, il y a des titans, etc. Là, c'est une touche vraiment subtile. Hein. Ouais, c'est Il y a vrai. des sorcières, point. Le Ouais, reste, ouais. c'est un boulanger qui galère, c'est une femme qui est enceinte. Genre, tout à fait. c'est leur moon, c'est pas normal. Enfin, tu vois, les gens ils sont dans la rue. C'est quoi ça? Ça, oui. Pour moi, c'est tout à fait normal. Un Évidemment. kaléidoscope lunaire. Magnifique. n'existe pas. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça. Mais oui, par rapport au visuel, justement, parler du visuel et tout ça, je trouve aussi que Miyazaki, dans celui-là, tu vois qu'il prend son pied en termes de matière, en termes de drapé. J'avais lu aussi, je ne sais plus dans quel article, qu'il avait observé beaucoup de femmes et de jupes de femmes devant une gare, qu'il a fait énormément de croquis. Oui. Et que c'est comme ça, en fait, qu'il a vraiment animé cette jupe de Kiki. Tu sens que dans les mouvements de caméra, dans les matières et tout, il y a vraiment il s'éclate, quoi. Ça, il avec S, il s'éclate au studio. Il y a vraiment ce côté très abouti dans l'animation. Je pense que de manière générale, Miyazaki est quelqu'un qui aime beaucoup de mouvements. Il y a énormément de mouvements chez Miyazaki. Il y a des mouvements très très amples, parfois des gros travelling. On reviendra sur d'autres films, mais des gros mouvements de grande vitesse. Voilà, on parle des avions par exemple, ça va toujours très très vite. C'est des grosses accélérations. Même quand normalement il n'y a pas de mouvement, genre une personne qui s'énerve, t'as les cheveux qui s'hérissent, Ouais. t'as Ouais. Le tremblement de peau avec tout un zigzag voilà, au niveau de voilà. la peau. Non, il y a que- quelque chose d'assez. En vrai, il n'y en a pas quoi. Ouais, c'est vrai que ça, on le verra beaucoup dans le château ambulant, justement, de mouvements de visage. On en parlera Mhm. après. Mais... Mais de manière générale, c'est vrai qu'ils ont un frisson. Voilà, c'est un zigzag Ouais. dans tous les sens, les cheveux se hérissent, le personnage n'est pas du tout statique une seule seconde. Et en parlant justement d'animation, là on a évoqué 4 films. Je me tourne vers toi évidemment, Bastien, parce que tu es un peu le spécialiste. Moi, j'y connais rien. Il y a des évolutions de ce que j'ai compris dans la façon que Miyazaki a eu d'envisager l'animation au fur et à mesure des films, et à un moment notamment l'emploi du CGI pour Pour nos auditeurs, le CGI. donc c'est des effets numériques, Voilà. on est d'accord. Computer Generated Image. Image. Il faut préciser. Donc voilà, je sais pas bien. si tu sais nous en dire un peu plus sur le sujet ou Non. Non, d'accord. Très bien. Non, Alors on passe non, au film mais- suivant. Non, mais pour une bonne raison, c'est que Miyazaki n'aime pas le CGI. Donc il y en a un petit peu par touche de ci, de là, mais ça reste toujours très très subtil. Ça arrivera quand même vraiment beaucoup plus tard, hein, parce que Ouais. le CGI dans les années 80, on est encore très très Ouais, loin tout à d'avoir fait, quelque chose tout de à fait, résolu. oui. Voilà. C'est ce qui fait plus ou moins chez Disney. Je parlais de baser détective privé. On est sur des petites choses comme ça, des objets pas trop compliqués à dessiner, pas trop compliqués à animer. Il y a encore beaucoup de travail. Et là où Miyazaki devient assez fort, c'est qu'il y a la qualité du trait qui est très très marquée et qui va vraiment s'améliorant de plus en plus chez Miyazaki. Parce qu'aussi, c'est une équipe qui vieillit. Ce sont des animateurs qui vieillissent, donc ils ont plus d'expérience. Je pense que Miyazaki vieillit aussi, donc il acquiert aussi encore plus d'expérience, Mhm. il acquiert aussi encore plus d'autorité. Et il sur me son semble équipe. aussi que la particularité de Miyazaki, c'est qu'il est derrière tout le monde, derrière l'épaule de tout le monde sur les productions. Il a Est-ce l'air que ça- insupportable. Et il est insupportable, d'accord. Tu as eu l'occasion de le rencontrer? Non, malheureusement non. Et je ne sais pas si c'est malheureusement. Ça donne pas envie. Je vais garder cette image positive. Là. J'ai vu Monsieur Barbu, très gentil. Et j'oublierai tout ce que j'ai vu sur lui et lu sur lui. Vous savez que j'arrêtais pas de dire que je me réjouissais qu'on soit à Sherlock Holmes. C'était en 82, on l'a totalement loupé. J'ai pas pu faire ma Bah chance. vas-y, je C'est vrai t'en qu'on est prie. sur les films, mais ouais. On va pas en reparler. Mais c'est parce que moi, j'ai en train de me dire, mais oui, c'était en quelle année en fait? Mais c'était en 82, on l'a bien dépassé. Mais c'est juste que moi, c'est un dessin animé que j'ai découvert à la télé. Petite, c'est un des seuls. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais qu'il était très différent des autres. Il y avait un côté comme ça où je me disais, et c'est seulement des années plus tard, quand je dis des années, genre j'avais quasi 30 balais, que je me suis rendu compte que c'était Miyazaki qui avait dessiné Sherlock Holmes. Ouais. Je suis certaine qu'il y en a plein qui nous écoutent, tous nos fans en délire, qui nous écoutent et qui ont vu Sherlock Holmes à l'époque sans faire le lien. C'est responsable d'animation. Il n'était pas Voilà. forcément. Oui, c'est ça, il était dessinateur. responsable. Mais oui, c'est ça, responsable d'animation, mais il a travaillé sur ce truc et il y a Oui. quand même une différence de qualité énorme par rapport à ce qui passe, en tout cas à l'époque, sur nos jolies télévisions. Je crois qu'il a un regard sur l'animation unique en fait. Ouais. Rien que le générique, il fait Ouais. chialer. Quoi. Ouais, le générique Je et la me dis musique ça, en mais- japonais, c'est la même. Le plus grand des... Non, j'ai plus de voix, je vais pas pouvoir chanter à ce podcast. Je C'est sais vraiment pas si vous triste avez comme, déjà entendu le générique en japonais, mais c'est c'est la même oui, c'est la tonalité. oui, c'est vraiment la C'est voix un des ressemble. seuls génériques français potables, et forcément, c'est
C'est une musique japonaise. Oui, mais c'est- Le puriste ici. voilà, j'ai pu quand même placer mon Sherlock Holmes, c'est-à-dire Ouais. que j'aimais d'amour ce dessin animé. On va pas s'emballer Eh dessus, ben, sinon on va faire on va 4 heures de donc, podcast. on va donc en mais, profiter pour faire un saut de 10 ans, Ah, maintenant que ouais. tu as Bah évoqué oui, voilà, 82 avec oui, Sherlock Holmes. Il fallait qu'on y revienne. Un saut de 10 ans, on arrive en 92. Voilà, le début des années 90. Le film sur lequel travaille Je Miyazaki suis sûre que c'est ton préféré. depuis 3 ans, c'est pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il se passe en Italie, c'est Oh. ça? C'est Porco Rosso. Ouais. Porco Rosso, ben justement, la particularité de Porco Rosso, hein, je viens de le dire, c'est qu'il est clairement identifié dans son unité de temps et de C'est le et seul. de hein. lieu. C'est le Mhm. seul. Ouais. Donc ça se passe en fait en Italie dans les années 30, je pense. Qu'on est dans les 30, années 30, ouais. 32, 33. Voilà, avec... Ouais. 29, pardon, je crois Ouais, que c'est c'est ça. 29, En parce que 29. c'est la montée du fascisme en Italie. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, avec donc, le développement de certaines technologies, notamment liées à l'aviation, et aussi l'apparition de ce qu'on appelle les... je ne sais pas si c'était plutôt dans la Seconde Guerre mondiale ou si ça a apparu avant, de ce qu'on appelait les as de pilotage. C'est ceux qui étaient vraiment, vraiment très doués pour piloter des avions de chasse. Et le film en question, c'est ça que ça met en avant, c'est Porco Rosso, qui est un aviateur hors du commun, qui pilote des hydravions. Et là, voilà, c'est un mercenaire à hydravion qu'on engage parfois pour aller foutre la pâtée à des pirates, récupérer des otages et des choses comme ça. C'est un chasseur de primes en fait. On le définit plutôt On le comme un définit- chasseur de primes. Oui, ok. un chasseur de primes. Et Donc- pardon, vas-y. Mais voilà, mais je ne sais pas trop s'il fallait, si vous vouliez rajouter des choses sur ce mini résumé de ce qu'est Porco Rosso. Bah, c'était C'est pas un mal. cochon. Ouais, C'est un cochon, oui, très Ouais, particulier, oui, évidemment. C'est un cochon. L'aviateur, on n'explique pas trop comment, mais en fait, il a été victime d'une malédiction et c'est le seul qui n'est pas un être humain, c'est un cochon. Voilà, c'est un porc qui pilote un avion. C'est un porc rouge. C'est comment on appelait les communistes à l'époque, le porc rouge. Ah, Ouais, ouais. Ah. Et c'est le premier film après une longue série où le héros est un homme, mais il y a quand même énormément de femmes. Encore une fois, les femmes qui bossent sur des avions, les personnages qui bossent sur des avions, c'est des femmes. Il y a quand même toujours ces personnages. Il n'est pas passé à un univers uniquement masculin. Il garde quand même beaucoup de femmes qui ont de très grosses responsabilités dans le film, en fait. Et un porc. Et un porc. et C'est un sur ce porc. porc. Un porc rouge. Hein. Et vous l'avez aimé, Porco Rosso? Ah ouais. Ouais. Génial. Ah, pour moi, on rentre dans son âge d'or. Hein. Ça va être Ouais. succession de chefs-d'œuvre juste après. Donc, Je sais pas pourquoi c'est celui où j'accroche le moins. Hein. Hmm. Je le trouve très très beau, mais en fait le côté, justement, c'est celui qui se raccroche le plus à la réalité. Moi, ça me perd beaucoup plus. J'adore les scènes où justement ils sont en avion et puis il y a plein de personnages dans les avions. Enfin, Ah mais oui, visuellement, c'est une t'es baffe. obligé de remettre en arrière et regarder chaque personnage qui bouge d'une façon géniale. c'est hallucinant. ouais. C'est dingue. C'est Euh, dingue. Moi, en fait, par rapport à Porco Rosso, je reviens un petit peu par rapport à Totoro et Kiki la petite sorcière qui m'avaient un peu perdu dans la gestion du conflit. Hein. En fait, j'ai l'impression de revenir à quelque chose qui ressemble plus au Château dans le ciel, où finalement, il y a quelque chose qui est présenté au départ comme les principaux antagonistes. Tu as d'abord les pirates, puis tu as son espèce de rival américain, qui au final, au fur et à mesure des conflits, finissent par nouer une relation, mais qui finit par devenir très intime. Top Gun. Autant dans Pop... Ouais, exactement. Mais c'est parfait, j'y avais pas pensé, mais c'est exactement ça. Qui finit par devenir très intime. Tant qu'il joue pas au volleyball, moi ça me Comme par exemple le personnage de Pazu dans Le Château dans le ciel, Ouais. qui finit par louer une vraie relation d'amitié avec les pirates. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent apparaître dans les films de Miyazaki, qui me touche profondément pour le coup. Et là, pour le coup, il y a, comme je le disais, cette notion de conflit qui est là, mais qui trouve une résultante, pas forcément dans la victoire ou la défaite, mais plutôt dans la façon dont différents êtres humains arrivent en fait à aller au-delà de ça. Et donc tu parlais en fait de la façon dont le réalisateur pouvait toucher à ce qu'il y a à la condition humaine, etc. Je trouve que dans la façon qu'il a de traiter ça, là on est en plein dedans, quoi. Je savais que c'était ton préféré, mais surtout parce que je C'est savais pas que Totoro et Kiki allaient un peu te perdre et je me suis Ouais, dit, voilà. celui-là, Pour commencer, ça, j'ai raccroché. Ouais, il va kiffer, quoi. Et dans quel monde, justement, est Miyazaki non, je reviens à chaque fois, mais dans quel monde est Miyazaki quand il fait Porco Rosso? Il a vraiment cette... Vas-y, Bastien. Bah, en nouveau, on est dans l'inclusion. C'est-à-dire que tu as le porc qui rentre dans un bar, tout le monde dit hey, salut, pourquoi Ouais, mais je trouve que c'est. Enfin, je connais pas énormément de cinéastes qui assument à ce point ce côté du certes, il est différent, mais on s'en fout en fait. Parce que ces différences, personne ne la sait à part le spectateur. Et donc, déjà, je trouve que c'est déjà un monde qui est un peu à part. Et alors, tu parlais d'unité de temps et de lieu. Donc, effectivement, on est en Italie, période pré-fasciste. En tout cas, même la montée du fascisme, on les voit défiler dans les rues. Hein. Ouais, Les tout mecs à avec fait. les képis, on va faire la chasse aux pilotes un peu indépendants, etc. C'est terminé, maintenant tout le monde dans l'armée, on va aller se battre pour conquérir pour le Duce et compagnie. Et malgré ça, il y a une espèce de bulle, en fait. C'est-à-dire que la seule angoisse de Porco, certes, il est pourchassé par ces grands méchants avec des grands impairs qui veulent l'arrêter, mais ce qui l'inquiète surtout, c'est de battre à la course l'Américain.
Et donc, voilà, il y a un côté un peu bienveillant. Il n'y a jamais vraiment de gros méchants, effectivement, chez Miyazaki. Ça se voit, hein, les pirates sont plus ridicules qu'autre chose. Ils tombent à 300 sur l'île, ils vont le buter. Mais en fait, non, pas du tout. Et puis, ils tombent tous amoureux de la jeune fille et ils veulent tous être super sympathiques avec elle. Enfin, voilà, il y a un côté très, c'est très Bon bienveillant, enfant. en fait. On sent le pacifisme chez Miyazaki. Et ben voilà, la guerre existe. En tout cas, si elle n'existe pas encore, elle va arriver. On sait que ça va être une catastrophe totale absolue. L'absurdité de la guerre, quoi. Voilà. Ça, ouais. Mais malgré ça, ce qui On compte, passe un c'est bon qu'il moment. Il y a l'idée, profitons du moment tant qu'il est là. Ouais, et puis il y a un côté insouciant. Tu vois, Porco fait beaucoup de blagues sur le fait qu'il est pourchassé. Quand c'est les mamans italiennes qui viennent travailler, les grands-mères qui viennent donner un coup de main sur la construction de l'avion, etc. Bah voilà, on dit pas trop de trucs parce qu'on va pas vexer non plus les petites vieilles. Et donc voilà, c'est quelque chose de très, il y a quelque chose de très très gentil en fait dans cet univers-là, même si derrière la toile de fond est juste horrible. C'est pas grave. Et même à la fin, où en fait on comprend que Porco disparaît, on ne sait pas trop ce qui lui advient, est-ce qu'il redevient humain, est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il meurt pas. On s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on a passé un super moment avec lui pendant 1h30. Quoi. Moi, l'image qui me reste du film, c'est sa copine qui boit un verre de profil, avec sa petite robe qui bat au vent. Pour moi, c'est ça Porco Rosso. C'est elle en train de boire, je sais pas, en train de penser à Porco Rosso en fumant une cigarette. Je sais pas, c'est bizarre, c'est une ambiance un peu volatile comme ça. Mais les plans sont magnifiques. quoi. Ouais, c'est vrai que cette scène est particulièrement douce au Ouais, regard, ouais. comme ça, dans cet univers justement qui est abominable. T'as ce côté un peu... Mais on parlait des mondes, par exemple, c'est un monde caricatural aussi. Oui, j'allais dire qu'il est très bariolé. Voilà, l'Italie est très belle, Ouais. beaucoup de soleil, on prend le temps de boire des verres, comme tu dis, on se c'est pose, la- on c'est se la pose vraie en vie, terrasse et on vit bien. Donc il y a quelque chose de très Ouais. caricatural, mais quelque chose de caricatural dans le bon sens, c'est-à-dire que Oui, ça oui. ramène un peu de joie en fait. un peu de Exactement, bonheur. et même dans la vision des avions qui, pour le coup, sont quand même présentés comme des engins de guerre, mais comme je le disais, ça a un côté tellement bariolé qu'au final, on est content. Un avion rouge, un avion vert, un avion jaune flèche, on est là super, il y a toutes les couleurs, c'est rigolo, c'est une belle procession, et on en oublie presque qu'en fait, leur but, c'est quand même de se tirer dessus, et qu'il y a un risque de mourir quand tu fais ça. Mais tu penses pas quand tu regardes Porco Rosso, pas du tout. Parce que le risque est toujours désamorcé. Oui. Au tout début, tu as ces 30 enfants qui sont kidnappés par les pirates. Ça Qui ont devient pas une- peur. Ça devient une scène burlesque. Ouais, ouais. ils ont- les c'est les gosses génial. sont insupportables. Oui, insupportable, ils ont pas Sur peur. les ils s'en machins, foutent. ouais, bati, batata. C'est génial. Ça doit être un vécu de Miyazaki avec des gosses autour de lui qui fait nom de Dieu. Tu crois qu'il dit nom de Dieu Il doit dire oufti bientôt, grâce à toi. Non, dit Je Dieu. sais. Mais alors, Il parle en japonais évidemment. au niveau stylistique, c'est intéressant aussi, c'est que c'est un des meilleurs exemples du côté, on va appeler ça le côté masse que tu peux avoir chez Miyazaki. C'est-à-dire que chez Miyazaki, tu as toujours des gros groupes. Tu as un groupe de pirates, t'as un groupe d'enfants. Comme tu disais, quand les pirates sont dans l'avion, ils sont à 4-5 dans un hublot de 2 personnes, et ça se chamboule, ça devient confus, tu comprends pas ce qui se passe, ils sont 25 à l'image. Miyazaki travaille beaucoup sur cette notion comme ça de masse, de groupe, c'est un côté très collectif. Il y a quelque chose qui fourmille en fait chez Miyazaki. Ce qui est assez malin, hein, parce que du coup, tu animes beaucoup les personnages, tu bouges pas trop le décor, tu bouges pas trop ta caméra, et tu as quand même quelque chose de très vivant qui se passe, et ça donne un côté très burlesque et très atypique, qui maintenant est beaucoup copié aussi hein, dans beaucoup de films. Ouais, c'est vrai. Il y a ce côté, ouais. Écoute, ah oui, On enchaîne. On enchaîne, écoute, On hein, parce que enchaîne. je sens qu'on s'emballe un peu. Oui, mais en fait, on a aura- 1 heure. Oh, c'est pas On a grave, on 1 heure. continue à rester avec nous, on On continue a 1 heure à et là vous on arrive passionner. vers la pièce maîtresse. On va l'appeler comme ça, hein, tu l'as évoqué plus tôt. On est 5 ans après, en 97. Princesse Mononoke sort partout dans le monde. On est d'accord, Et c'est le qui- premier film qui sort Grâce à Weinstein. Grâce à Weinstein, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Dis-nous en plus. Le parce que je sais- féministe. Ouais, voilà, le féministe. Ça correspond bien, c'est bien C'est d'accord. On est dans le thème. Donc c'est lui qui a distribué en C'est fait, Miramax à l'époque, oui. Miramax. Enfin, je sais plus si c'était Miramax ou Weinstein Company, comment ça s'appelait à l'époque, mais je crois que c'était Miramax. Donc Euh, on est en 97, Princesse Mononoke qui veut le résumer. Bastien, t'es notre résumateur. T'es notre j'ai décidé. Tu fais Bah, ça j'ai fait tellement- Porco Rosso. Il fait ça tellement bien. Attends. C'est Mowgli au féminin qui aime bien les gros chiens. Alors. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, Ah, tu sais rien dire, hein. Ouais, c'est compliqué, Ah, mais. tu fermes ta gueule maintenant. Oui, mais il y a la guerre qui est montrée quand même. Ça, tu Il y a l'as pas un dit. peu la guerre, oui. Il y a la Et guerre. les yokai. Et voilà, je te balance la Donc, non, Princesse Mononoke, en fait, de quoi ça parle? Ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que c'est compliqué Oui, c'est- à résumer parce qu'en fait, il y a de multiples intrigues. En fait, ça me fait fort penser à Nausicaa à ce niveau-là. Ouais. La façon dont de multiples thèmes et de multiples intrigues se superposent. Donc, dans l'ordre, il y a Il y a une forêt maléfique. On est d'accord. En Une gros, Ashitaka se retrouve entre
entre deux, il se retrouve le cul Entre deux deux chaises, forces, quoi. exactement. Voilà. Mais dans l'ordre, il y a une forêt maléfique, un jeune garçon d'un village de guerriers qui se retrouve Assez mélancolique, qui se comparé aux retrouve autres maudit, personnages de qui Miyazaki. se retrouve maudit donc là par cette espèce de malédiction. Il est en risque de mourir. Il est obligé d'entreprendre un voyage très lointain dans le but de c'est quoi le terme employé dans le truc? Regarder le soleil, quelque chose comme ça. Pour voilà, l'idée c'est d'aller à l'encontre en fait de la malédiction. Et il se retrouve vraiment pris entre deux feux, comme tu le disais, entre une espèce de village de forge, ils font de la forge, hein, c'est ça, qui vit un peu en opposition avec une forêt qui cherche à les attaquer. Et cette forêt, son côté agressif se manifeste vis-à-vis de deux clans représentés par deux animaux. Il y a la tribu des sangliers, et puis il y a la tribu des loups, cette tribu des loups a adopté une humaine il y a longtemps, qui est la princesse Mononoke, d'où le titre du film, qui va nouer une relation avec ce héros, ce guerrier qui est, comme tu le disais, mélancolique, qui sait qu'il va mourir. Mais... Miyazaki disait que c'était le personnage dans lequel il se reconnaissait le plus, en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, il va y avoir un problème crescendo, parce qu'en plus de ça, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi des problèmes à nouveau entre des factions humaines, et donc la guerre est là, elle est omniprésente, ce qui fait qu'à un moment, tout ça va crescendo, et il y a une espèce de méga conflit qui va pas embraser, mais en tout cas détruire la forêt, et notamment son représentant divin, qui est le dieu cerf, que les membres du village de la Forge vont chercher à tuer. Et au final, en fait, je pense que l'une des thématiques, en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu dans Princess Mononoke, l'une des thématiques, quand on parle de la guerre, c'est vraiment d'une certaine façon son inéluctabilité. C'est à un moment, peu importe ce que tu fais, je veux dire, il y a le personnage principal se scène aux 80 pour dire non, rentrez chez vous, faites pas ça, mais vous n'attaquez pas les humains, est-ce que vous pouvez pas vivre chacun de votre côté? Mais non, c'est du début à la fin, on te fait bien comprendre que tout ça, ça n'arrivera pas. Quand la guerre commence, elle finit en détruisant tout sur son passage, et ça s'arrête là. D'accord avec moi? 20 minutes de résumé pour Voilà. Princess Mononoke. Voilà. C'est plus ou moins ce que j'ai dit. Hein. C'est notre Voilà. Je trouve que ce résumé extrêmement il complet. n'est tellement pas résumé, représente bien le film, il est intense quoi. Il est Mhm. impossible à C'est- résumer. Et alors, vraiment, particularité aussi, et là je pense que vous serez d'accord avec moi, on est très loin de cinéma pour enfants. Bien sûr. Ah ouais, là, ouais. Déjà, parce qu'il a un côté gore, je trouve. Il a un petit côté gore. Il est très on violent. voit- Enfin, Il très est violent, on voit des personnages décapités. Il y a de la façon un peu- vengeance, un il y a peu aussi graphique. le sentiment de la vengeance n'est jamais présent dans les autres. Il y a Même vraiment au ce niveau des sentiment de couleurs, vengeance. c'est pas joyeux les couleurs. Mhm. Moi je vois la forêt la nuit ou Mhm, du sang. c'est ça. C'est Ouais, ouais, basé sur la forêt de Yakushima. Je trouve que ce nom est j'ai pas très, envie d'y aller. très beau. là. Ouais. C'est un- Mais c'est très bien animé, très beau. Mais il y a un côté Intense. très violent, autant dans l'histoire que dans le visuel, que dans les couleurs, La que dans rythmique. l'animation, ouais, la rythmique, tu te prends tout dans la tronche en fait. C'est beaucoup, on n'est pas dans Totoro quoi. Et puis même oui, comme je disais, en termes de thématique, tu as la thématique de la vengeance qui est pas présente dans les autres. Les personnages en général, quand c'est fini quoi. Comme tu disais Porco Rosso ou quoi, c'est fait. Là on a vraiment la vengeance, le mal-être, la mélancolie, la malédiction. Enfin c'est triste un peu. C'est pas le film le plus feel good de la filmographie de Miyazaki. Quoi. Mhm. Vous l'aimez beaucoup ou... J'ai l'impression que Princess Mononoke, on adore ou on déteste. Ah non, j'aime beaucoup. Bah alors il faut que je sois très en forme pour lancer le film. Ouais, je crois qu'il dure 2h30. 2h15, je pense. 2h15. C'est tellement intense que tu as l'impression que ça ça. dure 4 heures en fait. Vraiment, enfin. Ouais, non, enfin, C'est tout est intense. beau, hein, mais faut être prêt quoi. Ouais, Tu faut vois, être- En plus, il y a un côté, enfin, souvent dans les films d'animation, etc., mais beaucoup de happy end où tout le monde se retrouve, on est amoureux, on reste. Non, elle se dit non, je t'aime bien, mais je me casse dans la forêt. Quoi. Il y a aussi ce côté où ça reste très attaché à la terre. C'est comme son film aussi le plus animiste, le plus raccroché à la terre, à la forêt, à tous. Aux esprits, hein, à nouveau, Aux esprits, ouais. parce qu'on parlait les mondes de Miyazaki, mais Miyazaki est hyper écolo, engagé. Il s'occupe d'une forêt aussi, je sais bien qu'il va planter chaque année pour, je sais plus le nom de la forêt, j'avoue que je n'ai pas retenu, où vraiment il travaille avec une association pour essayer de sauvegarder beaucoup de... Oui. Mais je crois que la particularité, par exemple, par rapport à Princess Mononoke, dès le début du film, c'est que ça te montre une forêt qui est quand même envahissante, qui vient attaquer, en fait. L'ouverture du film, c'est un sanglier qui sort de la forêt et qui vient foutre le sbeul dans le village du héros, Le sbeul. qui lui amène, en fait, à subir de la malédiction. Après, ça, c'est subjectif, parce que ça Mhm. se trouve, c'est son territoire. Mhm. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Exactement. Ouais, je pense plutôt comme ça. Ouais. Ok. Ouais.
Et elle n'attaque pas, elle se défend. Et c'est pas la forêt, c'est la nature en elle-même, puisque le sanglier est possédé par une espèce d'entité un peu étrange, et tu comprends que c'est l'esprit de la forêt, qui va te regarder après, effectivement, par différents... Donc j'ai rien compris au film. Et tu sais, quand il y a des animaux qui t'attaquent sur la route, c'est juste que nous, on a tapé nos maisons dans leur territoire. C'est la même chose ici. Hein. Bon, on va pas partir là-dedans, sinon. Mais vous savez que le Princesse Mononoke, son succès a dépassé celui de E.T. au box-office. Au Japon. Non. Apparemment, ouais, j'avais lu que ouais. le succès avait dépassé celui d'E.T. Ouais. Après, il y a eu Titanic qui est arrivé après, mais... Grâce à Weinstein, je sais pas. C'est fou, quoi. Petite anecdote sur Weinstein, je sais pas si vous connaissez. On en connaît beaucoup. Peut-être pas celle-là. Petit souvenir de discussion de Miyazaki Souvenir de de- Weinstein. Non, c'est très intéressant. En gros, donc si je me souviens bien, à vérifier, mais je pense que Weinstein travaillait déjà avec Disney à l'époque, et c'est comme ça aussi qu'il va y avoir une grande relation entre Disney et les studios Ghibli de manière générale. Et donc c'est Miramax, en tout cas Weinstein, qui est en charge de la distribution internationale du film. Sauf que Weinstein à l'époque, qu'on surnomme encore Weinstein aux mains d'argent, décide ah non, 2h15 c'est beaucoup trop long, faut couper ça, faut couper ça, faut couper ça. Très très compliqué comme discussion avec Miyazaki. Miyazaki rentre au Japon, et 1 ou 2 jours plus tard, Weinstein reçoit un très joli colis dans son bureau, qui est un grand katana, et sur lequel était marqué No Cuts. Et voilà, et c'était signé des studios Ghibli. Alors c'est pas une idée de Miyazaki, ce serait une idée de son producteur, mais j'aime beaucoup le petit geste. Ok. On aurait pu se couper la bite avec un moment. Bref. Merci pour cette belle anecdote qui est beaucoup plus intéressante que nos blagues raveleuses. C'était qu'on ma a- minute qu'on a essayé de encyclopédique. faire. Non, mais c'est très... Je l'avais entendu aussi, mais je l'avais complètement oublié. J'adore. Il y a eu... Vas-y. Pardon, C'était moi en fait. je veux dire, confonds les Vincent. la particularité en fait aussi de Princesse Mononoke, ça, je l'ai pas évoqué plus tôt, c'est que j'ai l'impression que pour quasiment la première fois, on est dans une société qui est pas du tout moderne ou moderniste. c'est On est vrai. vraiment dans une société médiévale et où j'ai plus l'impression de voir de la médiéval fantasy mais japonaise quoi. Ah Surtout la culture c'est japonaise. très japonais, ouais. C'est déjà quand même le cas de Nausicaa, hein, je trouve. Mais, Tu trouves Nausicaa parce que dans Nausicaa on a de l'aviation, on a des avions. Ouais, c'est on a- post-apo. Nausicaa, ouais, ouais. on flotte avec le steampunk, mais très majoritairement, ça reste quand même des fermiers, ça reste quand même des gens qui travaillent, qui ont des moulins. Bon, on retrouve pas ce Japon. Alors que là, c'est une Ouais. forêt japonaise avec Ouais, là, voilà. C'est ça. des kimonos. Il y a ce Pour côté beaucoup plus travailler, marqué, enfin, effectivement. ouais. ouais. C'est ça, Voilà. ok. Ouais, C'était c'est ma vrai, petite c'est vrai, précision ouais, pour ouais. Princesse Mononoke si vous êtes intéressé par ce type d'esthétique. Voilà. Vous voulez en savoir Sur plus, le- allez voir son site. C'est vrai que je connais des personnes, pour eux, c'est leur préféré parce que c'est vraiment très japonais en fait. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Et moi, quand je l'ai vu, il m'a tellement choquée. Ouais. J'ai eu du mal à me dire, je vais le re-regarder. Parce que j'avais vraiment été fort C'est ça, marquée. Quoi. ouais. C'est assez compliqué. Et puis arrive évidemment celui d'après qui, moi, m'a dévastée en 2001. En Voyage de 2001. Chihiro, que je vois au cinéma. Alors moi j'ai une question toute simple, vous allez pouvoir m'éclairer parce que c'est toujours comme ça que j'ai envisagé Chihiro, mais est-ce que c'est pas simplement Alice au Pays des Merveilles au Japon ou c'est plus que ça? C'est C'est plus que plus ça. que ça. Ah, pour l'histoire, je suis sortie du cinéma, je crois que j'ai pleuré pendant 2 heures sans m'arrêter. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, ça a été mon trauma. Enfin, ça et Amélie Poulain à peu près la même année. Bah, tu vas le résumer alors? Tu veux que j'essaye? Je suis la résumatrice. Je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, on a Chihiro, qui est en plus ce personnage qui n'est pas la petite fille habituelle des mangas, qui est une vraie petite fille avec un vrai visage, un vrai corps, une vraie présence, qui en fait râle plein sa tronche sur la banquette arrière dans la voiture de ses parents parce qu'il faut déménager à la campagne. Et ça l'embête de devoir déménager à la campagne et de se retrouver sans ses amis. Et ils décident de faire un petit arrêt comme ça. Ils ont l'impression que c'est un parc d'attractions abandonné. Et ils disent on va faire un petit arrêt là. Ils voient un peu de nourriture. Les parents commencent à manger. Sauf que, bon, je ne vais pas trop spoiler. En même temps, ceux qui écoutent le podcast. Vas-y. Ouais, en fait, donc, les parents commencent à manger. Et puis elle se balade un peu. Puis en fait, ses parents sont transformés en cochons. Elle dit putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous ici? Et d'un coup, elle commence à se retrouver dans un genre de monde d'esprit, de yokai. Yokai, je le prononce bien. Yokai. Elle se retrouve vraiment dans ce monde, elle a l'impression qu'elle disparaît un peu, elle a un peu ce truc où elle se retrouve un peu dans un monde de mi-figue, mi-raisin, mi-vivant, mi-mort. Et donc elle va essayer d'un peu de survivre dans ce monde en se faisant engager par l'horrible sorcière qui me fait flipper grave. Et elle va essayer de se dépatouiller un peu de ça et de pouvoir rester dans le monde réel et retrouver ses parents. Et on ne saura jamais vraiment est-ce que c'était un rêve ou pas. Puis il y a quand même des petits indices qui nous montrent que non, c'était pas un rêve, elle l'a vraiment vécu. La toupie à la fin?
On se trompe de film. Ouais, la boîte. Je suis chez vous. Non, on part. Est-ce À la que fin, c'est mon, le flashback, elle comprend qu'elle est morte depuis le Oui. début. Ah oui, c'est- mon résumateur ma résumation était bien? Ouais, t'aurais juste pu préciser que c'était quasiment un bordel là où elle travaille. Mais, ouais. Oui, donc vous en avez pensé quoi du monde de Chihiro, justement? Voilà. Et donc, c'est plus qu'Alice. Plus qu'Alice. Bastien, c'est plus qu'Alice. Oh, c'est carrément plus qu'Alice. Ah ouais. Enfin, on sent l'influence à nouveau d'Alice, mais je trouve que pour le coup, Totoro est beaucoup plus proche D'Alice au Pays des Merveilles Ouais. que Chihiro. Ouais. Chihiro, ça va encore un peu plus loin parce que Totoro, il y a quand même ce côté assez occidental malgré tout. Il a encore un peu de mal à s'éloigner d'Alice. Il y a encore ce côté terrier, il y a encore ce lapin blanc qu'elle suit, etc. Là, il y a vraiment quelque chose de très japonais en fait. Ah ouais. Que ce soit au niveau des bestiaires, que ce soit au niveau des esprits, que ce soit dans le ton. Au niveau des bains aussi. Les bains, ouais, c'est ouais, cette ouais, espèce ouais. de grande bâtisse qui ressemble à une grande pagode. Il y a toute une, il y a Après, c'est toute une pagode, je crois mentalité. qu'il y a à Taïwan, je pense. Enfin, Ouais, ouais, c'est de l'inspiration, mais. Il y a Ouais. ce dragon aussi, Ouais. le fameux dragon blanc. Mais ne serait-ce qu'en termes simplement de thématique. Parce que je sais qu'apparemment. Non, c'est la thématique du voyage initiatique. Ah oui, pense mais je voulais que- dire qu'en fait, Miyazaki est quand même un lecteur, je pense, un gros lecteur de Lewis sûr. Carroll. Oui, Ouais. ouais, ouais. Et qu'il y a quand même des choses qui l'ont marqué à ce niveau-là, et que c'était simplement l'idée de déraciner une petite fille qui se retrouve dans un univers à part, avec ses règles bien internes, que tu dois juste accepter comme allant de soi, qu'on ne t'explique pas, et que pour le coup, pour moi, c'est là en fait que je raccroche les wagons, Ah ouais. en fait, à Alice au Pays des Ce que tu Merveilles. viens de dire, ça peut être plein de films d'avant. Mhm. Mhm, mhm. Et ouais, oui, c'est juste, mais en fait, c'est juste pour toute sa filmographie quasi. Ok. Mais c'est encore une fois, c'est ce personnage qui doit apprendre à grandir, tu vois, qui doit un peu se dépatouiller avec ses propres démons, ses propres cauchemars, ses propres... ne pas se... Enfin, ouais, il faut pas qu'elle se laisse mourir. Moi, je trouve qu'il y a un côté hyper tragique dans ce dessin animé. Et quand... Moi, bêtement, c'est la scène qu'on voit le plus, mais assise à côté de son sans-visage, là, dans ce métro déprime totale, moi, ça me passionne totalement. Ah ouais. Et toi, Vincent, qui a été au musée Ghibli, tu peux nous parler un peu de comment tout ça... Moi, j'ai jamais pu encore aller. Comment tout ça est un peu représenté dans le musée en termes de... Parce que j'ai l'impression que les personnages de Chihiro, que ce Chihiro, sans-visage, tout Ghibli. ça... j'ai l'impression- Ah bah, je... Ou même les autres, hein, pense je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas, pas encore... Enfin, c'est vraiment faire une tout petite aparté, mais Ouais. toi qui as eu la chance de voir le musée Ghibli... Moi, j'étais déçu. Hein, moi. C'est vrai? Ouais, j'ai assez j'avais déçu. envie- Comment expliquer le musée Ghibli Je le prends comme ça. Bon, voilà, au départ, tu rentres, tu as un truc d'animation. Comment on appelle ça un truc qui tourne Carrousel. Tourniquet. Non, pas un tourniquet. Où tu vois les images. Et ça Ah fait oui. l'animation. Zoetrope. Ouais, c'est ça, Zoetrope. voilà. Merci. Je pense qu'il y en a. Il y a quelques petits trucs qui bougent et tu trouves ça mignon, mais voilà. Et puis. Il n'y a pas ce truc de petite porte, tu dois rentrer par des petites portes comme si tu étais un enfant. Ça, là. c'est Alice au Pays des Merveilles. Non, je me souviens pas. J'ai une très mauvaise mémoire, attention. Ouais, ouais. Je me souviens pas. Je me souviens qu'on passait dans les bureaux, du bureau de personnes qui dessinent, enfin dessinateurs, on appelle ça. Et voilà, mais c'est très mis en scène en fait, parce Ouais, que quand tu vois l'émission sur NHK, c'est pas du tout des beaux bureaux en bois. Non, tu vois. Ouais, c'est ça. En vrai. Et puis, tu as une salle de cinéma, tu vois un petit court-métrage que tu ne verras nulle part et qui n'est jamais sur YouTube, je pense. Et puis après, tu es dehors, tu es sur les toits, et puis tu as le robot de la Piuta. Et pour moi, c'est quasi mes seuls souvenirs. Ah ouais, c'est marrant. Ça, Ouais, moi, ça me j'imaginais- raccroche à rien, en fait. J'imaginais le monde de Chihiro et que tu rentrais dedans. Je sais pas pourquoi, j'avais ce truc. Moi, je rêve de rentrer dans ce, Ouais, dans ce c'est- temple avec des bains, oui, c'est sûr. Est-ce que c'est très représentatif justement des bains japonais dans Chihiro? Ouais, c'est Bon, à part exagéré la quand même, sorcière, hein. quoi, tu vois, oui. Il y a beaucoup de Ouais. gros tout nus dans le. Ouais, est-ce qu'il y a des araignées qui tirent des Je parlais fils de l'architecture du bâtiment. Ah, du tout, non. Non Non, Ah, non, c'est justement très ouais. chinois, en fait. Ok. Vu que c'est rouge, Ouais. c'est soit Shinto, soit chinois. C'est très, vu que c'est de Taïwan, je pense, le Ouais. bâtiment, c'est influence chinoise. Ok. Ouais. Le pont est rouge aussi, mais ça c'est très japonais aussi quand même. C'est des influences dans tous les sens en fait, mais c'est ça qui est beau, c'est Ouais. ça qui est intéressant. C'est pas que japonais. Et en même temps, le Japon est très inspiré de la Chine, donc il n'y a pas de honte. Ouais, hein. dans le visuel. Tu disais tout à l'heure, Bastien, que ça lançait tous les chefs-d'œuvre. T'as beaucoup aimé Chihiro. Pour moi, c'est son meilleur. Ah, moi aussi, Je ouais. trouve que c'est Ouais. le plus abouti à tous les points de vue, au niveau Ouais. narratif, au niveau esthétique.
La Niveau musique. personnel, la musique. C'est vrai on va pas faire 4 heures de podcast. On n'a pas parlé du compositeur de quand même toutes les plus belles musiques sûr, de films ouais, du monde, mais on fera un autre podcast là-dessus. Mais et toi, Vincent A. Chihiro, Chihiro. il est magnifique, oui. Ouais, t'as aimé celui-là. Magnifique, Ouais. même si voilà, il souffre parfois souvent de moi de ma comparaison avec Alice au Pays des Merveilles. C'est Je ne vrai, peux pas m'en ouais. empêcher. Ouais, Voilà, Non, mais oui, c'est vrai que il a été beaucoup comparé à Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est vrai que on sent une affiliation, hein, Mhm. bien sûr. Ouais, c'est plus évident, on va dire. Ouais. il y a un côté beaucoup plus noir qu'Alice au Pays des Merveilles. Alors là, je suis quoi. d'accord, ouais, complètement. C'est, J'ai peur pour elle. Quand je regarde Chihiro, ce qui n'est pas forcément le cas quand je me retrouve devant un film comme Alice. Et encore une fois, elle a 13 ans ou un truc dans le genre. Mhm, Mais... Tout à fait. Mais C'est pour moi, marrant, c'est un hein. film d'horreur. Hein. Chihiro, C'est pour un moi, film c'est un d'horreur. film d'horreur total. Ah ouais. Enfin, je dis pas que j'ai peur, hein, parce que vous savez, enfin ceux qui écoutent le podcast et vous savez que j'ai une grande passion pour les films d'horreur. Je ne suis pas vite effrayée, mais il y a un côté très très horrifique pour moi dans les personnages, dans cette sorcière et tout. Il y a un côté beaucoup plus badant. Elle vit un récit initiatique un peu plus trash que Kiki et son balai, quoi. Tu vois, c'est Mhm. quand même un peu Et, plus. et Tu surtout, ne sais pas ce qui se passe avec le ballet. Oui, c'est ça. Et surtout, j'ai envie de dire, la sensation dès le début, dès qu'elle se retrouve dans cet univers fantasmagorique, elle est vraiment en danger. En danger de Oui, mort, c'est en ça. danger, Il y a- en il y a- vrai il y a- danger, quoi. Il y a du vrai danger. Ses hein. parents sont directement plus là. Ils sont Mhm, plus ouais, présents. c'est ça. Dans les étables en train de manger. Très chinois d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais oui, ils sont plus là, quoi. Ils sont... Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a des allégories aussi par rapport au fait que ses parents bouffent à Jusqu'à volonté. à s'en faire péter la Ouais, panse et c'est devenir ça. des porcs. Ouais. J'avais lu Après que Porco Rosso. Ouais. Ouais. J'avais lu que le porc au Japon, c'était un animal qu'on aimait bien, mais qu'on respectait pas vraiment, quoi. Il est joli, il est mignon, mais il est pas très respecté. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est qu'au Japon. Alors, en les tout cas, animaux au Japon ne sont pas respectés, mais genre du tout, quoi. mais- Ah ouais. On en fait des cafés avec des chats, quoi. Tu vois, Oui, enfin, ça c'est- vient ici aussi. Hein, Oui, mais ouais. Qui a fait avec des hérissons aussi. ouais, ouais. Mais c'est vraiment. Oui, hein, ouais, Ah ouais. ouais. C'est une valeur marchande, les animaux. C'est Ah, point putain. final, quoi. Et n'allez pas dans un zoo au Japon. Hein. Voilà. Ok. Juste conseil, quoi. Ah ouais. C'est encore plus trash qu'ici. Ouais. Il n'y a pas de sauce déjà. Ils sont pas salés ensuite. Les cages sont divisées par 4, quoi. Tu dis, mais... Oh mon dieu. Ouais, voilà. Résumé. Il y a des bars à hérissons. Il y a des barres récents. Ouais. Si je viens d'apprendre un truc horrible. Mais bon, bref, on va pas partir là-dessus. Mais donc Chihiro, on est vraiment pareil pour moi pour le chef-d'œuvre. Maintenant arrive quand même en 2004 le château ambulant. Juste petite anecdote quand même Oui. que Chihiro est quand même le premier dessin animé à recevoir la récompense ultime. Je sais plus si c'est à Oui. Berlin ou à Venise. C'est la première fois de l'histoire du cinéma qu'un dessin animé remportait ce grand prix. Ah, génial. Ok. Bah, comme quoi, Super. on a raison que c'est notre Mérité. préféré. écoutez. Et qui n'a pas été relayé au Japon, c'est ça? C'est ce que tu nous disais plus tôt. Un petit peu grand même. Hein, Ah oui, un bon, petit c'est peu quand même quand rien. Mais parce que à nouveau, comme disait Vincent, la culture du dessin animé est quand même autre. Et Miyazaki a un statut vraiment particulier au Japon. Hein. Miyazaki est un dieu au Japon, hein, littéralement. Donc, voilà, Ouais, cette on comparaison touche avec pas à Walt Miyazaki, Disney, que hein. personnellement, enfin, apparemment, lui n'est pas hyper fan de cette comparaison, mais c'est clair que c'est la même aura, quoi. C'est, Bah, on est surtout dans la même logique. Hein. C'est un empire qui existe. Ghibli, Disney, c'est plus ou moins la même chose. Ils ont des parcs, ils ont tout un système de magasins, ils ont des peluches. Le merchandising est super fort. La façon de traiter les collaborateurs est aussi exécrable d'un côté que de l'autre. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de points Super, communs. ça match tous les... Voilà. Ouais, moi, je suis, Toutes les je cases. suis une grosse naïve. Moi, je l'imaginais comme un grand papa gâteau qui aimait tout le monde, mais oui, non, je pense que. Avec je une suis- barre de fer. Oui, oui. ça- Toi, tu n'as pas vu justement l'émission sur la NHK? Mais non, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux pas que je la voie. Sinon, Ah bah si t'as peur devant Chihiro, faut pas regarder. Après, c'est pas un monstre, hein, le gars. non, C'est juste. non, mais c'est juste un entrepreneur, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il représente encore une fois le Japon. C'est vraiment très le Ouais. boulot, c'est le boulot. Faut le faire bien. On a des gens qui nous regardent, qui C'est logique qui de nous hiérarchie attendent aussi. aussi. Hein, oui. Il y a le chef et les subalternes. Ah oui, Et c'est ça. sont ouais. très Ça, c'est distingués. très Japon aussi. Voilà. Je vois Vincent qui regarde quand même le compteur. On va passer On au. est à, oui, on est à Ouais, 1h20. ouais, et on quelques. espère qu'on vous passionne, Plus mesdames et l'intro de 20 messieurs. minutes, Ouais, pas de souci. On est en 2004. On est donc avec le château ambulant. Ouais. Résumateur, résume. Super beau film. Oui. C'est un Ah, château. tu l'avais aimé? C'est un château Ouais. qui marche. C'est alors, c'est compliqué. Ouais. En fait, C'est pas si com- c'est toujours le problème des multiples intrigues, parce qu'il en fait beaucoup dans beaucoup de ses films. Le Et là, pitch dans de base, le, quoi. dans le château ambulant, ben, en fait, je dirais que la base du film, vraiment, c'est cette histoire, cette espèce de conte en fait, de jeune fille qui se retrouve envoûtée et se transforme en vieillarde. Elle se transforme en vieillarde. Quel joli mot, vieillard. Voilà, c'est ça, Mignon. en vieillarde dans une société où la magie est omniprésente. Il y a des sorciers, des magiciens,
Donc, c'est une sorcière qui s'appelle la sorcière des Landes qui lui jette ce sort parce qu'elle sait qu'elle a été en contact avec un autre magicien qui s'appelle Auru, je crois. Qu'il est beau. Voilà, qui est très beau, voilà, Pardon. etc. Et elle se dit, bah, tiens, je vais lui jeter un sort dans le but qu'elle aille lui transmettre en fait un message. Et elle commence à côtoyer ce sorcier qui en fait Il est un peu schizo. Hein. peut être un peu schizo, peut avoir un côté puéril, un côté peureux. On le présente un peu comme quelqu'un de cool et un peu comme un héros à la base. Et C'est puis un gosse, tu commences à te rendre compte que ce qu'il a un côté ado en fait, Ouais, hein, c'est vrai. même enfant, hein, oui, Ouais. exactement. Et tout Alors ça. qu'elle, elle est vieille. Tout ça se fait, donc elle commence à nouer cette relation tout en sachant que la façon dont sa malédiction se porte sur elle, en fait, traduit le fait qu'elle ne s'est jamais sentie belle. Ça, on le dit dès le début, elle se sent pas belle, elle se dit qu'elle pourra jamais trouver un garçon parce elle se trouve laide. Et en fait, tout l'enjeu il y a d'abord cette intrigue qui va viser à rapprocher ces deux personnages-là. Et en dehors de ça, il y a, donc ça c'est pour l'intime, et en dehors de ça, il y a le côté épique de une guerre est en train de se préparer entre deux royaumes voisins. À nouveau, là, on voit les armées qui se mettent en marche, tout est en train de s'organiser. Il y a des émissaires qui viennent chercher les magiciens dans le but de les faire venir et dire allez, on va faire la guerre. Et on voit des scènes de destruction régulièrement dans le film. Et à côté de ça, Auro, lui, va se retrouver à être convoqué par la reine. Et tout ça va se lier jusqu'à ce qu'il y ait une résolution, d'ailleurs un peu facile à la fin, de toutes les intrigues en même temps. Parce que tout était un peu long. Voilà, c'est ça, tout est un peu long. En fait, moi, ce que je trouve particulier, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez, hein, c'est à la fin du château ambulant, il y a un personnage que je n'ai pas évoqué, qui est un personnage d'épouvantail magique, qui joue avec les gens. Oh, il est si beau. Et en fait, qui sert uniquement à résoudre l'intrigue de la guerre. Ça je ne l'ai pas vu venir. Rien dans le Deus Ex film. Machina, quoi. Rien dans le film ne m'a préparé à ça. C'est vraiment un baiser d'amour. Il se retransforme en être humain. Tu te rends compte que c'est le prince du royaume voisin qui dit ah super, les gars, maintenant je rentre chez moi, j'arrête la guerre. C'est génial. C'est bon, c'est fini. Oui, il se passe énormément de choses pour au final ça fait un peu dans l'eau, quoi. Voilà. Quelle belle phrase. En tout cas, c'est un film Après un magnifique résumé de Vincent dans les détails, ça, moi je dis paix dans l'eau. Ouais. Je sais pas comment tu as fait pour résumer ce film. Parce que... Il est très compliqué à résumer. Mais il résume pas vraiment. Parce que je ne fais que décrire en réalité les 2-3 interactions qu'il y a dans le film. Mais on n'a pas parlé de Calcifer encore. On n'a pas parlé de Calcifer. Lui, il est trop beau. Lui, il est trop beau. Ah, il est trop bien. Donc Calcifer, qui est une espèce de feu magique, qui est en fait un démon, on le présente comme un démon, qui a un lien, en fait, une espèce de pacte avec ce magicien. Et on comprend que lui aussi est atteint d'une malédiction et que c'est lié à Calcifer, mais aucun des deux ne peut dire de quoi il s'agit. Voilà, tout comme le personnage principal transformé en vieillard ne peut pas parler de sa malédiction non plus. Et donc ils sont là, c'est une belle bande de maudits dans une maison qui marche, comme tu le disais, puisqu'ils sont dans un château qui a des pattes. C'est un château ambulant qui est actionné par Calcifer. Et donc voilà, c'est une belle bande de joyeuderie, des parias en fait. Et c'est ça aussi qui a une particularité, même par rapport à ce que tu disais plus tôt. Des personnages comme Porco Rosso, comme Kiki, qui sont des personnages un peu anormaux, mais complètement intégrés dans une société. Là, pour le coup, on a des personnages anormaux qui vivent reclus, à part de leur côté, parce qu'il y a ce côté, ouais, on est bizarre, bon, bah, soyons entre nous, entre parias. Mais il y a ça qui est beau dans les personnages du château ambulant, j'ai toujours peur de me tromper de titre, c'est qu'ils sont, comme on disait tout à l'heure, ils sont pas à 100% bons, à 100% parfaits, ou quoi. Même le Hauru qui est beau, que tu as l'impression au début que tu vas direct tomber amoureuse de lui, il est un peu insupportable, quoi. T'as un peu ce côté où ils ont des défauts qu'ils assument. Tu vois, que ce soit Calcifer, que ce soit Sophie, c'est des beaux personnages très complexes en fait. Parce que même dans la façon qu'ils ont de gérer donc la reine, je ne sais pas si c'est une reine ou une impératrice, donc qui appelle Oro et qui tente de rabattre ses cartes parce qu'elle veut le faire bosser à son service, mais lui s'enfuit. On la présente dans un premier temps vraiment comme une antagoniste. Ça va être le danger, c'est elle qui va traquer les héros. Eux sont obligés de se cacher, de fuir systématiquement. Et à la fin du film, c'est genre... bon bah ça va, je vois bien qu'il y a une happy end, il y a son chien qui lui envoie un message pour dire t'as pas envie d'une happy end, et elle fait bah oui ok d'accord ça va. Chien comme ça. D'accord, bon, bah, ça va, je te la donne ta happy end. Et là pour le coup je reviens sur c'est là vraiment le seul Ghibli que j'ai regardé où je me suis dit mais c'est quoi cette fin facile. J'ai l'impression qu'il n'a pas su comment finir, comment terminer son intrigue en fait, comment la conclure, et j'ai vraiment cette impression de, comme tu disais, un paix dans l'eau en 5 minutes. ouais.
Il expédie ça en disant voilà, t'as passé un beau moment, t'as passé 2 belles heures, mais là je sais pas comment le clôturer, donc accepte la happy end et c'est tout. Je sais pas ce que t'en penses, Bastien, est-ce que tu m'écoutes Religieusement. Voilà. Bah ouais, c'est un film qui est très compliqué. Mais je sais que c'est une adaptation d'un bouquin. Oui, tout à fait, oui, Le j'ai bouquin oublié est de déjà le lire, oui. extrêmement Ouais. dense et pour des gens qui ont lu le bouquin et qui m'ont dit tu lis le bouquin, tu comprends 10 fois plus le film qu'en regardant le film tout seul, quoi. Parce que voilà, il y a eu tellement de choses à sucrer, mais que Le château qui hurle. tout est lié ensemble. Ouais, et je pense même que c'est plusieurs bouquins en fait. Je me souviens, je crois que c'est une série. Ok. Donc oui, il y a effectivement des petits soucis. Mais après, le scénario n'est jamais de façon une grosse priorité pour Miyazaki. Hein. Je veux dire, ça compte. Mais c'est L'important, surtout c'est l'émotion. Oui, voilà, Ouais. on est plutôt sur un registre émotionnel qu'intellectuel chez Miyazaki, même s'il y a beaucoup de références culturelles, intellectuelles, à la littérature, au cinéma, etc. Par exemple, une particularité du château ambulant, vous parliez de mouvement mais perpétuel qu'on voyait tout le temps, c'était un cinéaste du mouvement. La particularité du personnage principal qui, lorsque la notion d'amour est évoquée, systématiquement rajeunit. Et la façon dont ces traits changent au fur et à mesure de ce qu'elle dit, même dans une conversation, et tu vois que son visage change tout le temps. Mais c'est ça, on parlait tout à l'heure avec l'autre Vincent du fait de ces émotions qui sont extrêmement mouvées. Oui, Je et sais se pas traduit comment sur Ouais, l'image c'est du ça. personnage tout le Tu temps. le dis tout bien temps. mieux que moi, mais oui, c'est vraiment ce côté. Mais il y a un côté dans le château ambulant aussi que je trouve par rapport au mouvement. C'est pas que c'est décousu, hein, c'est pas. Mais il y a des moments où, enfin, je me souviens, je l'ai vu au cinéma, au parc pour les Liégeois, et j'avais ce côté où je me disais, mais il veut nous emmener où? Parce que t'es perdu, ça bouge, puis ça bouge pas, et puis il y a ce personnage de vieille femme qui est assez rare au final d'être un personnage principal, d'être une vieille femme qu'on suit, mais on doit s'adapter à son mouvement à elle. Donc tu as aussi un peu le scénario qui traduit T'as le mouvement beaucoup de de vieilles Sophie, chez Miyazaki. tu quand vois. même. Oui, Miyazaki aime les vieux. mais hein. en personnage principal, tu vois, c'est... Ouais, Nausicaa, Chihiro, Kiki, elles sont plutôt... Ouais, mais jeunettes, quoi, tu vois. dans Nausicaa, t'as le vieux Oui, mentor, bien- sa bien grande sûr, barbe. mais Là, là, c'est l'héroïne, quoi. Oui, c'est ça. vraiment, Ici, t'as vraiment de l'héroïne. Principal. Et j'ai cette impression J'aime bien aussi. qu'on a ce scénario qui... J'ai l'impression, en fait, que ton rythme de spectateur doit s'adapter au rythme de Sophie. Je trouve ça super beau, en fait. Toi, t'en je as vois pensé bien. quoi de Château ambulant? Tu l'aimes bien aussi? Ah ouais, j'adore. Mais c'est vrai il, que... il est à fond dans le bouquin. On n'entend plus, il est à Ouais. fond dans le bouquin que j'ai On amené entend sur les pages Château qui se tournent. ambulant. Parce qu'il y a un livre ici dans mes mains. Il est trop beau, hein, ce Mais bouquin. ouais, enfin, j'ai adoré ce film. Alors, ouais, ce qui est bizarre, enfin, je sais pas comment il l'interprète, mais Haoru, en fait, ça veut dire howl en anglais. Mhm. Et c'est un hibou. Alors, ou c'est vrai qu'un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, sa malédiction, c'est qu'il se transforme en oiseau. C'est un oiseau, en fait. Mais c'est pas un hibou, quoi. Enfin, C'est pas un hibou, mais il a des serres, on Ouais, sait pas ouais. trop. Il y a un côté rapace. Un côté Ouais. rapace, Côté exactement. rapace. Tu Ouais. parles même japonais, quoi, quelle classe. Bah, c'est juste la prononciation. Ouais, mais c'est quand même pas mal, quoi. Tu Il vois, vient de le c'est- lire dans le livre. hein. Ouais. Je l'ai vu qu'il prenait des Sinon, le notes. titre en japonais, c'est Haoru no Ugoku Shiro. Il vient de... Les gars qui écoutent, il est en train de lire du japonais, là. Waouh. Ça m'impressionne à fond. Vas-y, commande une bière pour voir. Biru. Mais ici, dans le château ambulant, on est dans un monde aussi, parce qu'on parlait des mondes de Miyazaki. J'ai l'impression qu'on part d'un monde hyper réaliste. Et puis, quand tu vois le tout début du château ambulant, le tout début, visuellement, la ville, tout ça, tu te dis pas Mhm. du tout que tu vas partir dans un trip. Oui, oui. Et petit à petit, on commence à, par petites touches de les dialogues, ouais, t'indiquer qu'il y a de la magie. Oui, c'est ça. Il y a de la magie, il y a de la sorcellerie. Quand arrive le moment du bam, dans une ruelle, elle se retrouve. Mais ça arrive très vite. Hein. Oui, ça arrive très très vite, mais c'est vrai que Bastien, quand on a préparé le podcast, il nous disait dans ce monde, en fait, il passe d'un univers à l'autre. Ici, tu as vraiment cette progression d'un coup. Quand tu vois les premières images du film, tu t'y attends, mais pas du tout, quoi. Avec cette musique qui t'emporte dès le départ dans le ciel, machin, mais quelle merveille, quoi. T'as juste la préparation de la guerre, en gros. Oui, c'est ça. C'est un monde, Mais pour moi, depuis No Mononoke, on arrive à une espèce de fusion entre le monde réaliste, Oui, c'est on va dire ça. ça comme ça, Ouais. et le monde onirique. C'est-à-dire que les deux cohabitent de manière tout à fait pleine et consciente, et que ça fonctionne en fait. On ne se pose pas de questions, on dit ok, ouais, c'est une ville moyenâgeuse, un peu européenne, on peut en voir des centaines dans l'histoire du cinéma, et après, bouf, cette petite touche supplémentaire besoin- qui arrive. Ouais, pas besoin de dire c'était l'époque, Ouais, voilà. c'est à Oui, tel c'est ça. endroit, on s'en fout en fait. On s'en fout. Ici, bah, voilà, c'est des belles maisons encore très françaises, machin. Mais il y a de la guerre, ouais. Enfin, il y a des guerres tout le temps en fait, quand on s'en rend compte. C'est la vie. quoi. Avec des avions. Oui, c'est Mais, ça. ouais, j'aime bien aussi ici les méchants dans les ruelles sont très comment dire on dirait des gouttes d'eau presque. Ça c'est un peu Méchants imperceptible. Oui. Pardon? Méchants caoutchouteux, je sais pas. Caoutchouteux, On ouais. le dit comme ça, hein, je pense, dans le film. Les caoutchouteux. Des méchants en caoutchouc, oui. Quelque chose comme ça. J'aime bien.
Mais on passe justement de ces mondes oniriques, comme ça, on est beaucoup dans le ciel, le château, le ciel, la forêt, tout ça, et puis hop, on arrive en 2008 déjà, et c'est le seul film qui va changer complètement d'univers, complètement de monde. On va arriver sur Sur La Petite Pogno. Sirène. Ouais, La Petite Sirène. Pogno. Pogno. Pogno sur la falaise, qui donc va vraiment être plutôt dans un monde totalement marin. Qui nous résume Pogno correctement? Celui-là, il est facile. Je te Allez, laisse. Bastien, Tu le fais pour de résumateur. vrai? C'est pas la petite sirène, c'est la mini sirène. C'est la mini sirène. Résume-nous Pogno. Ouais, vas-y. Vincent, je te sens chaud, vas-y. Ah non, non. Il fait je des vais pas le résumés faire à trop chaque longs, fois. lui. Allez, Ah ouais. Bastien. Comment dire ça Donc, c'est l'histoire d'une petite sirène qui s'appelle Pogno, en tout cas, on va appeler Pogno dans le film. Dis-le un peu avec la belle prononciation. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est juste Pogno. Pogno, Oh, Pogno, je pensais c'est que c'était plus sexy que ça. Pogno, Pogno. Et qui donc voilà, a juste envie de découvrir un petit peu c'est quoi le monde du dessus. Donc la référence à la petite sirène n'est vraiment pas usurpée. Et qui, par un système d'accident, de pollution, se retrouve la tête dans un bocal. Du coup, elle est ballottée dans tous les sens. Elle finit par tomber sur le bord de la berge. Et un petit garçon va la trouver, va la sauver. Et sauf que le grand responsable des océans a besoin de récupérer cette petite Pogno et que le petit garçon en trouve un petit personnage avec qui il peut lier une amitié, etc. Et toute une série de péripéties vont avoir lieu. Pas trop déflorer le film. Fait que. On s'arrête si, là si, ou on résume tout À la fin, elle meurt. Ah, non. Non, mais l'idée, en fait, c'est qu'elle se transforme en petite fille parce qu'elle a goûté au sang. En fait, c'est vrai que dit comme ça. En fait, il avait une petite coupure sur le doigt. Elle a léché la coupure et Sur comme un elle a podcast goûté, sur Twilight. elle a goûté au sang du petit gamin, parce que c'est un film qui est pur film pour enfants, on est d'accord. Clairement, ouais. Elle se transforme en fait en petite fille. Elle n'a qu'une envie, c'est retrouver la surface pour retrouver son ami Sotsuke. Sotsuke, je crois, ouais, c'est ça. Et aller vivre la vie terrestre. Sauf qu'en faisant ça, en fait, elle déchaîne des forces phénoménales au niveau des océans, ce qui risque en fait l'anéantissement du monde tout entier. Et donc, son père et sa mère, qui sont respectivement un être humain qui est allé sous l'eau et une sirène, une espèce de déesse, vont devoir intervenir pour dire il faut qu'elle passe une épreuve parce que sinon le monde est détruit et il y a une espèce d'aventure comme ça, de mini-aventure qui vivent tous les deux, qui est très, mais pour le coup Pogno c'est super mignon, vraiment super mignon tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font, et au final je vous rassure il y a une happy end si vous voulez. C'est peut-être celui qui est vraiment pour moi le plus adapté, même plus que Totoro, à montrer à des enfants en bas âge en tout cas. Ah, C'est tous les gosses adorent Pogno. Pogno, Bien c'est sûr. génial. Pogno c'est vraiment génial à ce niveau-là et voilà, je pense qu'il y a... C'est pas une chanson de Pogno que j'avais lu que c'était beaucoup repris dans les écoles, ça, ou c'est dans ou c'est Ah, ça me Totoro. ça me Bah, il y a une pas. chanson C'est à la Pogno. fin en tout cas. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, c'est, ouais. Oui. Pogno, Pogno. Et pour moi, il est- Bon, Oh. c'est tout ce que je sais. Mais... Il est en concert à la baie demain. Mais pour moi, il est plus adapté, comme tu disais, pour moi, il est encore plus adapté aux enfants que Totoro. Mhm. Totoro, pour moi, il a un côté hyper tragique dans la thématique. Ici, c'est... Ouais, t'as un peu C'est- la en fait, petite je le vois sirène, vraiment ouais. le plus comme un conte. C'est le film Ouais. de Miyazaki que je vois le plus comme un conte. En fait, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je me demande, ce serait pas attiré d'un conte à la base, parce que ça, moi, ça m'a, Peut-être. ça m'a tellement frappé la façon dont le récit se structure. J'ai vraiment l'impression de voir un conte. Quoi. Même dans Bah, ce moi, je dessin au trouve ça- pastel. Hein, Ouais, vas-y. je trouve ça très yokai, justement. Il se passe des choses. Il y a une tempête ou je ne sais plus quoi. On a l'impression que la mer est vivante, effectivement. Oui, Il y a voilà. Il y a des- des créatures comme ça. non Voilà, et c'est Ouais. pas. Enfin, c'est à cause de Pogno qui serait un yokai. Ou, enfin, moi, je vois plutôt ça comme ça. Et qu'il faut pas trop faire de bêtises. Enfin, c'est le petit, en fait, Ouais, ouais. qui doit lâcher prise et tout reviendra à la normale. Enfin, voilà. C'est comme ça que je le vois. Puis, ouais, moi, personnellement, je l'ai vu une fois au cinéma, je crois. Et c'est tout. J'ai pas envie de le revoir parce que Ouais. ça me parle pas, en fait. Ouais. C'est très beau, mais On va avec des enfants, ouais. Ouais. Ouais, L'animation c'est ça. et les gouttes, je me souviens, enfin, le lot était superbe, mais Oui, mais c'est beaucoup plus au pastel hein, dans Pogno. Ah oui, il me y a semblait ce qu'il y avait côté, un changement au niveau de l'animation, effectivement. Bah, il commence vraiment à flirter de plus en plus avec le CGI. Pour Ouais. le coup. Et donc ça permet d'autres possibilités graphiques aussi, bêtement. Mais Ça de se manière voit pas. générale. C'est peut-être pour ça qu'on est moins attiré. graphiquement, moi, ça me va. Ah hein. non, oui, Ouais. bien, oui. Le Je ne me graphisme est permettrai plus pas, simple hein, aussi, mais hein, oui, par c'est ça. rapport- On sort aussi comme de cette période, justement, Chihiro. Très coloré. Oui, mais on sort aussi toutes ces grandes bâtisses, ces avions, ces machines, ces trucs. Alors évidemment, d'un coup, même si ce n'est pas pauvre, ça nous... C'est un peu plus vide. Oui, c'est ça. C'est ça. On est dans un monde un peu plus épuré, en fait. Et un trait aussi. On a un trait beaucoup plus soigné quand même dans Château Ambulant, dans Chihiro, dans Mononoke. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus facile, Rond. beaucoup C'est plus rond. simple, Oui, entre c'est guillemets. ça. Voilà. Il y a un côté beaucoup plus On a épuré. C'est une un monde, simplicité de trait qui est assez un monde marquée. graphique plus simple.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à nouveau une grosse interprétation des éléments de la nature, en fait. Hein. Ouais. Miyazaki adore dessiner du feu, de l'eau, de la terre, le vent. C'est vraiment son gros kiff, quoi. Donc, Il le fait très très bien. Et aussi, il dessine le vent. Quelle belle transition, Oh, Caroline. il C'est dessine beau, le ça. vent. Donc on arrive en 2013, Le vent se lève, le plus réaliste des réalistes. J'allais dire, ouais. Et pour son dernier film, enfin presque. Oui, en fait, j'avais lu aussi qu'il annonçait un peu sa retraite tous les 5 ans. Et Exactement. qu'en fait, il ne la prend jamais. c'est le Johnny Hallyday. Et donc oui, Le vent se lève. Ça parle de quoi? C'est très simple à dire, ça. Oui, mais c'est un aviateur. Hein. C'est un gars qui malheureusement est trop aveugle pour réaliser son rêve. C'est un peu triste. C'est un peu triste comme ça. Allez, résumateur. Moi, je suis nulle en résumé. C'est l'histoire du petit Giro qui rêve d'aviation mais qui ne peut pas voler parce qu'effectivement elle est trouble de la vue et qui va devenir un ingénieur aéronautique et qui est inspiré d'une histoire vraie en fait. Oui, autobiographie. Hein. L'histoire vraie du concepteur pour de vrai, alors du F0. Oui, il y a une partie effectivement autobiographique de Miyazaki, il y a une Jiro partie inspirée Horikoshi. du vrai créateur des avions. Horikoshi, pardon. Donc qui, pour le coup, sont, pour ceux qui ne savent pas, des avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale du Japon. Qui seront utilisés pour Pearl Harbor. Pour Pearl Harbor, voilà, c'est ça. Ça se passe aussi en pleine épidémie de tuberculose. Entre autres, hein, Et- ça couvre 20 ans d'histoire du Japon, même un peu plus en fait, quasiment 30 ans, puisqu'on part au début, on a quand même sur le voilà. tremblement de terre de Tokyo en 1923, qui est assez impressionnant par ailleurs. Oui. D'ailleurs, Et on moi, a juste- n'ayant dire. pas trop suivi, moi j'ai commencé le film sans trop savoir ce que je regardais. Quand ce truc-là est arrivé, j'avais pas compris que je regardais un tremblement de terre. J'étais persuadé que c'était l'explosion atomique déjà, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est comment. Là, tu checkes Wikipédia, les J'étais là. années de... Oui, c'est ça. Et j'étais là. Ah non, c'est pas encore ça. Ok, d'accord. Mais je trouve que ça en dit long justement sur ce rapport, comme on disait au début de l'émission, sur le trauma de la guerre, le trauma du bombardement. C'est-à-dire que le tremblement de terre de Tokyo n'est quand même pas un événement anodin. Mhm. C'est quand même 200 000 morts, c'est quand même plus de 500 000 maisons détruites à Tokyo. Il va y avoir longtemps avant ils vont reconstruire très rapidement Tokyo, mais il faudra longtemps avant qu'ils puissent se reconstruire économiquement, entre guillemets. Il va y avoir beaucoup de problèmes sociaux aussi à cause de ça. Et malgré ça, dans le film, on a effectivement l'impression que c'est une attaque. Et avec ce côté où en fait tu as ces nuages un peu horribles, tu as un bruit un peu assourdissant comme ça pourrait Ouais. presque ressembler à un avion fondamentalement, Exactement. alors que c'est juste des maisons en train de cramer hein, fondamentalement. Mais, donc c'est assez impressionnant. Ouais. Tout à fait. Et alors, tu le disais, c'est un film qui est pour le coup, il y a zéro fantaisie dedans. Et je crois Oui, que c'est il est le beaucoup seul, trop adulte pour moi, celui-là. le seul de Mais il est la bourré de saga. fantaisie. Et Giro passe son temps à rêver. Ah oui, à ce niveau-là, oui, effectivement. Il y a un côté onirique, mais pas d'éléments de fantastique. Et là, Oui, c'est ça. et là, pour le coup, on arrive alors à une vraie scission. Dans les mondes de Miyazaki, c'est qu'il y a vraiment le côté réel Ouais. et le côté rêve qui est vraiment assumé. On sent vraiment qu'on est dans un rêve et plus dans le réel. Ce qui est très très rare chez Et Miyazaki. alors la particularité, histoire d'évoquer un petit peu la façon dont le personnage se construit au sein du récit, c'est que quand il rêve, en fait, il rêve d'un autre ingénieur qui lui a déjà fait son trou, un ingénieur italien qui a créé je sais plus, l'avion à 12 ailes, là, ou je sais plus trop quoi, quelque chose comme ça, et qui lui donne des conseils, en fait, simplement, qui lui dit, la partie créative d'un ingénieur qui veut créer son œuvre, c'est 10 ans, profite de tes 10 ans pour créer des choses. Sauf que un truc qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une histoire d'amour avec une jeune femme, mais qui est atteinte de tuberculose. On reparlait C'est ça, de la hein. tuberculose de sa maman, hein, c'est Ouais. ça, et qui pour le coup va faire ce qu'il peut pour joindre à la fois le travail, son grand projet de créer le meilleur des avions possible, et à côté de ça, la vie qu'il mène avec sa femme qui est destinée à mourir, et on le sait, ils le savent, et tout ce qu'ils peuvent faire, comme on disait, c'est cueillir l'instant là où ils se trouvent à ce moment-là, et c'est tout. Et pour le coup, je trouve que le film est super tragique hein, à ce niveau-là. Ouais. Moi, c'est celui qui m'a le plus touché. Voilà. C'est vrai, c'est celui que tu as le plus Ouais, touché. vraiment. Ouais, Vraiment. oui, il est plus adulte. Hein. Et toi, Vincent? Autre Vincent? Oui, moi je l'ai trouvé superbe, très onirique, très inspirant et en même temps très. Je l'ai vu qu'une fois, encore une fois au cinéma, et j'ai pas trop envie de le revoir tellement il prend aux tripes. Ouais, tu voyages pas beaucoup en fait, hein, parce que tu suis une histoire, ça te touche pas trop, c'est son histoire. ouais. Il n'y a pas trop de lien avec la personne qui regarde. Et mais oui, c'est un truc à voir en tout cas. Hein. C'est un film à voir. Mais frustrant aussi, avec cette histoire d'amour où tu sais que ça va mal finir. Tu es là, mais vas-y, je sais pas, profite. Moi, je suis beaucoup trop sensible Il pour faut ce que je genre de bosse, film. moi. Mais non, bosse pas, arrête. Ouais, Il y aura d'autres avions, c'est pas grave. Toi, Bastien, tu l'as aimé? Il est intéressant. Je le trouve assez intéressant. C'est peut-être l'un des moins Miyazaki des Miyazaki. on va Mais dire oui, comme c'est ça. Mais oui. Il y a un côté comme ça, oui. Techni- C'est superbement bien fait. Alors, C'est- techniquement, il est irréprochable. Tout fonctionne.
perfection absolue au niveau esthétique et au niveau technique. Mais c'est dur, quoi. Mais, C'est dur à regarder. Mais c'est moins sur le fond que sur la narration, pour moi. Ouais. Justement, cette Oui, scission c'est ça. rêve-réalité, dans un premier temps. Ce Ça côté, adoucit le propos. oui, je petit sais pas, peu. il y a un ancrage. Bah, voilà, tu parlais tout à l'heure d'unité de temps et de lieu. Là aussi, c'est l'une des rares fois chez Miyazaki où on n'est pas dans une période de quelques jours à un endroit précis. On Ouais, est c'est sur vrai. 25 ans à travers le Japon. Il rêve effectivement de cet aviateur italien dans un environnement qui ne ressemble pas à un environnement japonais. Et puis après, on rebascule dans Tokyo pendant le tremblement de terre. Puis on continue, puis on revient. Puis c'est la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est assez rare d'avoir une vraie tranche de vie comme ça. Il y a un côté très réaliste aussi dans l'approche biographique. Donc il y a la sienne, il y a celle de l'aviateur. L'histoire d'amour, c'est inspiré d'un vrai romancier japonais qui a réellement été en couple avec une jeune tuberculeuse. Donc voilà, il y a quand même une approche assez terre à terre, ce qu'on a un peu moins chez Miyazaki de manière générale. C'est peut-être l'âge qui fait ça. On a aussi fait beaucoup de liens avec les rapports conflictuels qu'il avait avec son père, qu'il essaie peut-être de résoudre à travers ce film-là. Mais j'avais lu aussi que Miyazaki, du fait d'être à fond dans son travail, a aussi un peu délaissé la relation avec son propre fils, qui après s'est mis à l'animation aussi. Hein, Un gros Miyazaki. il y a un côté, comme tu dis, il vieillit dans des choses beaucoup plus terre à terre. Ça se rapproche un peu. Et maintenant, cette année, il a 83 ans. Et va-t-il, en 2023, nous sortir... Alors, j'ai même le titre, hein, mais j'espère qu'ils sortiront un titre en français quand même, hein, parce que Kimitashi Wado Ikiruka, hein, je le prononce sûrement très très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de Takahata tout à l'heure, en 88, qui font des films très différents entre Totoro et Tombeau Lucioles. En 2013, on a Le Vent se lève et on a Les Contes de Kaguya, qui sont aussi deux films très apaisés, en fait. C'est-à-dire que Takahata a quelque chose de très doux et de très posé dans Kaguya, et aussi quelque chose de très très émotionnel. Et Miyazaki part dans cette direction-là aussi. On a un film beaucoup plus lent, qui est un film beaucoup plus calme. Je me demande comment va être celui-ci. Apparemment, c'est l'histoire d'un garçon de 15 ans qui va vivre avec son oncle. C'est ce que j'ai lu de ce qui était un peu sorti pour l'instant. Je peux prononcer le truc, c'est Kimitachi wa do ikuruka. Ça veut dire... C'est super sexy. C'était mieux avec Caro. Ça veut dire comment allez-vous vivre à l'avenir, quoi. Bah oui, on est sur des choses un peu plus, je vais pas dire adultes parce que c'est pas ça, mais t'as ce côté un peu, c'est horrible à dire, fin de vie, et vraiment de boucler une boucle sur des thématiques, sur des... ça va certainement encore être un film hyper feel good pour moi, ça promet. Mais à ce niveau-là, pour terminer sur Le Vent se lève, en fait, je le disais dans certains des films, je le ressens vraiment, mais là, fort dans Le Vent se lève, c'est une espèce de fatalisme sur la fin. Vraiment le fatalisme de... J'ai accompli mon rêve, j'ai vécu la vie que je pouvais vivre au mieux avec ma compagne. Et au final, il voit le dévoiement technologique de ces avions qui sont envoyés littéralement sur Pearl Harbor. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Il les voit partir vers Pearl Harbor, en fait. Et l'idée de, j'ai fait ça pour qu'au final, il y ait la guerre. Et je vois ma compagne partir et j'ai peut-être pas passé assez de temps avec elle, finalement. Tout ça, oui, c'est ça. T'en parles, ça recommence. Bah oui, tout à fait. Et tu te dis, j'ai l'impression que t'as déconné de bout en bout, tu vois, dans cette histoire. C'est ça la frustration que je ressens au film. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça un peu que je le vis. C'est un peu plus la vraie vie, en fait, voilà, c'est ça. Et il y a cette histoire toujours, je trouve, fataliste, en fait. Je sais pas si c'est le bon mot, selon vous, mais voilà, c'est comme ça que j'envisage, en tout cas, la fin de Le Vent se lève. Mais c'était censé être son dernier film, je pense. Et je trouve que ça se mettait très bien quand même, parce que tu as l'impression que c'est lui qui parle de lui-même. Ses avions, c'est toutes ses œuvres, etc. Après, tu es là, mec, c'est ton dernier film, c'est lourd, quoi. Mais on va voir. C'est peut-être pas le dernier. C'est ça, on espère quand même. Déjà, il fait Boro la petite chenille. Oui, Boro la petite chenille, c'est le court-métrage qui avait été... En fait, il hésitait entre ça et Princesse Mononoke, hein, c'est ça? Ou celui-là, attends. Il avait ces deux... Oui, c'est ça. Il avait Mononoke et la petite chenille. Il avait un peu cette hésitation, lequel je lance. Ils avaient lancé Mononoke, finalement. Mais Boro, qui est un court-métrage qui n'est réservé qu'au musée Ghibli. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai c'est celui-là que j'ai vu. Pas vu. Ouais. Je m'en souviens pas. Voilà. Mais je pense qu'on a fait un beau tour de la filmographie de Miyazaki. On a presque 2 heures. Et en seulement 12h15. C'est voilà. C'est un peu emballé. Sans parler de son fils et de son collègue. Oui, c'est ça. Parlons-en d'ailleurs. On est resté sur les longs métrages, mais en tout cas, j'ai trouvé cette discussion avec vous hyper passionnante. J'ai appris plein de trucs. Et on espère que nos auditeurs ont apprécié. Et merci à vous. Merci à vous, effectivement. Merci à vous. J'ai envie de voir les films maintenant. Donc. Et alors la prochaine fois qu'on t'invite, Bastien, c'est pour autre chose que de l'animation ou partirait sur des Carpenters peut-être? Tu m'invites pour ce que tu veux. Ok, super. On se réjouit en tout cas et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.
C'était le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle. Vincent, t'oublieras pas de racheter du popcorn?